Salut les gars, c'est Tai, j'espère que tout le monde va bien. Welcome sur Sensei Legacy, la chaîne qui parle de pop, culture et sport. Au fur et à mesure des émissions, on recevra les maîtres dans leur domaine qui nous partageront leur parcours et expérience. So sit back, relax and let's get it on. 10 toes down. I don't move for the sound. Heavy is the stance when you build from the ground. 10 toes down. No rush, no flex. I don't chase respect. I collect respect. 10 toes down. Pressure made my name. Sensei Legacy. Carved in the pain. 10 toes down. Posé sur Sensei Legacy aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un maître dans son domaine, si ce n'est le maître incontesté. Son domaine, le Muay Thai, a.k.a. la boxe thaïlandaise. Un des pionniers du sport en France et en Europe. 19 combats à son actif, mais il devient vite le coach à succès, mondialement reconnu, producteur de champions que l'on connaît tous. Plus qu'un coach, un artiste à la recherche constante de la perfection et beauté du mouvement, tout en y ralliant une efficacité dévastatrice. Bercé par la funk music qui coule en lui, celui qui te fait manger des retraits de buste à toutes les sauces, j'ai l'honneur de recevoir mon ami, the one and only, André Zetoun. Ma man. Comment ça va, André? Ça va super bien. Tu vas bien? Ouais. Ça me fait super plaisir de t'avoir avec, Moi, je suis très content d'être là. avec nous aujourd'hui. Enfin. Ouais. On a une belle histoire d'amitié entre nous. C'est vrai. Et là, j'ai vraiment envie aujourd'hui que tu racontes tout ton parcours, du début à la fin. André Zetoun, même si tout le monde te connaît. André Zetoun, hein, avec un Z. Avec un Z. Comme un Z comme Zetoun. Zetoun. Voilà, j'ai 60 ans. 60 ans maintenant. Ouais, ça fait 50 ans cette année que je pratique la boxe. Parle-nous un peu de tes origines. Alors, mes origines, mon père, il est tunisien, juif Ok. tunisien, de Tunisie, mais de Tunis même, centre. Alors, c'est très important parce qu'en Tunisie, il y a Tunis centre, Tunis la banlieue, enfin bref. Mon père, c'est Tunis centre. Ma mère, elle est algéro-maltaise. Et moi, je suis né en Israël, il y a 60 ans. Et donc, toi, tu es arrivé en France à l'âge de. Très petit, très petit. T'avais quel âge? 8, 10 ans, quelque chose comme ça? 8, ouais, un truc comme ça, ouais. Ok, d'accord. Et donc, quand tu es arrivé en France, à cet âge-là, c'est là où tu découvres les arts martiaux? Comment tu rentres dans les arts martiaux, en fait? Non, pas du tout, c'est pas comme ça. En fait, je viens d'une famille. Mon père était boxeur. Quand j'étais pas né, il boxait. Ah ouais. Il boxait, il a fait des combats. Il a fait des combats en amateur, il a fait des combats en semi-pro. Il a fait des combats très intéressants. Boxe anglaise? Boxe anglaise uniquement, D'accord. ouais, boxe anglaise. Ok, Donc, on a grandi dans la culture de la boxe à la maison, tu vois. ok. Donc, on regardait les combats de boxe de Mohamed Ali et de Joe Frazier à 3h du matin. 3 heures du matin, se réveiller. Voilà, Comme ma génération qui se réveillait pour Tyson. pour Tyson, toi, tu te Exactement. réveillais pour Ali. Exactement. Donc, j'ai une culture boxe. Donc, D'accord. enfin, si tu veux, j'ai une éducation et culture boxe. À la maison, mon père n'était pas foot, pas trop, pas de rugby, pas de basket, pas tout ça. C'était la boxe. Donc, mais moi, ça me convenait bien. Hein. Et donc, tu avais des frères et sœurs? Bien sûr, mon frère a fait de la boxe aussi. Donc, Mon lui, il frère faisait de qui la est- boxe. Il a commencé à boxer avant toi? Mon frère, ouais. Ah ouais. Bah, 5 ans d'écart. Il est plus. C'est ton il était- père qui l'avait mis dedans? Non, mon père nous a mis nulle part. Et c'était de la boxe à la maison. Et ça s'est fait tout naturellement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est pas, il nous a pas dit, tiens, tu vas dans une salle. En fait, et j'ai grandi dans une cité qui s'appelle les 4000 logements à la Courneuve. Et j'aimais le foot et le rugby Ok. et les arts martiaux. Moi, j'étais un fan de Bruce Lee, tout ça. Et donc, j'aimais le kung-fu, le karaté. J'ai commencé par le karaté, la boxe anglaise. Et ensuite est arrivé à la fin des années 70, le Muay Thai et la boxe thaïlandaise. Ton père, comment il était avec toi par rapport à ça? Il t'accompagnait là-dedans ou Non. c'était plutôt un peu en retrait? Non, on s'en foutait. Ils s'en foutaient complètement. Ouais. À part, de temps en temps, il y avait des gens qui venaient à la maison, on poussait les meubles dans la chambre et ils mettaient les gants avec des invités. Ah ouais, carrément. D'accord. Et avec toi, il était comment? C'est pas cool, mon père. Il était pas cool, dur. Ouais, pas cool. Éducation à l'ancienne. Non, mais pas qu'à l'ancienne, non, il était pas cool. C'est C'était pas un violent, agressif, D'accord. narcissique, égoïste. Ah ouais, carrément. Ouais, pas cool. Pas cool. Non, mais je suis en paix avec lui maintenant. Ouais. Il est décédé il y a très longtemps. Mais D'accord. pendant un très longtemps, je lui en voulais. Parce qu'il nous a fait. On n'a pas eu une enfance. Déjà, on a eu une enfance très, très modeste. Une grande famille, on était 8-9 enfants. Donc, tu sais, il n'y a pas d'oseille. Mon père, il ne travaillait pas. Donc, tu avais 8-9 frères et sœurs? Ouais. Moi, je suis ouais. l'avant-dernier. D'accord, ok. Ouais. Et mon père, il travaillait pas. Il touchait une pension d'invalidité. Je sais pas de quoi. Je sais pas trop. En fait, moi, j'étais petit, tu vois. D'accord.
Et il était beaucoup à la maison et il nous cassait les couilles beaucoup. C'était un joueur de poker, c'était un joueur de... Il aimait l'or, il aimait les trucs qui brillent, il aimait... Et avec ta mère, c'était comment? C'était dur. Dur aussi. Ouais, Ah, donc éducation trop dur. difficile. Très Ma dur. mère, c'était un soleil. Ma Ouais. mère, c'était du miel. Donc ton père était dur avec ta mère aussi. Mon Mais avec père ta mère, était dur avec toi, c'était une Non, douceur. ma mère, c'était un soleil, c'était du D'accord. miel, Ok, c'était magnifique, ma mère. Elle était extraordinaire, ma mère. d'accord. Alors que mon père, non, c'était une galère. Vraiment une galère. C'était une galère. Oh, je suis en paix avec lui, tu vois. Ouais. J'ai fait la paix pendant très longtemps, je lui en voulais. Parce que j'ai le droit de lui en vouloir. Quand tu as affaire à quelqu'un qui est adulte et toi, tu es un enfant. Tu t'es pris des tannées? Bah, pas que ça, mais. Non, mais c'est l'humiliation. C'est. Ah, plus physique. Plus... Je vais te donner des exemples. Moi, mon père, le samedi, il m'envoyait acheter. Tu vois, c'est dur ce que je vais dire. Hein. Mais le Ça me samedi, fait moi, plaisir mon que tu te père- confies, en des tout fois, des fois, en semaine, il m'envoyait à la boucherie en bas chercher un steak et nous, on buvait un café au lait avec des biscottes, tu vois. Ah ouais. Bon, tu vois, ça, c'est une galère, tu vois. Donc il se faisait passer lui avant, quoi. Ah ouais, bon, c'était ça, ouais, bien sûr. Bon. Ouais, c'est ça. Alors que moi, c'est tout le contraire. Moi, mes enfants, ils passent avant moi. C'est comme d'hab, quoi. Et il était comme ça avec tous tes frères et sœurs? Ouais, bien sûr. Avec ta mère, toi, tous les frères et sœurs? Ouais, mon père, c'était ça. Donc quelque part, ça t'a rendu assez dur. Oui, bien sûr, mais tu sais, après, tu grandis avec cette éducation. Parce que pour te connaître depuis longtemps et t'avoir connu sur le tatami, je sais que sur le tatami, Oui, mais t'es dur, mais t'as un truc qui est exceptionnel. C'est que t'aimes tes élèves comme tes enfants. oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand tu grandis avec une genre d'éducation, tu grandis avec des névroses, tu grandis avec des angoisses, tu grandis avec plein de peurs à l'intérieur, Ouais. plein d'angoisses. Moi, il a fallu que je me batte avec mes démons. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, ça va mieux, mais là, c'est ce que je disais la semaine dernière. Je sais plus à qui j'ai dit ça. Je crois que j'ai dit ça à mon fils ou à ma fille. Je dis, je me sens bien maintenant, tu vois. Mais voilà, j'ai Ah, 60 surtout piges. qu'avec tes enfants, tu les aimes plus Bah, que tout. bien sûr, mes Et enfants, eux, ils t'aiment, ils te Bah, voient. bien oui, ils sont... Vous êtes- En plus, ils sont T'es gauleries, leur père mes et t'es leur pote, quoi. enfants. Ouais, ils sont Il y a adorables, une, mes enfants. une relation Ils sont incroyable. vieux, mes enfants. Ah. Donc, t'es dans la boxe, ça veut dire que tu suis la boxe. Non, je suis dans la boxe à la maison, c'est la boxe. Ah, à tu la vis la maison. boxe. Ça fait partie du. Ça Mais fait oui, partie c'est du- la du boxe. décor. Moi, c'est ce que je dis, la boxe, il y a des gens qui vont s'entraîner, mais ce ne sont pas des boxeurs. C'est pas parce que tu montes sur un ring et tu boxes que tu es un boxeur. Un boxeur, c'est l'attitude boxe. C'est comment tu conçois la boxe. Est-ce que tu conçois la boxe pour jeter, entre guillemets, ton agressivité, ton manque de ceci ou le besoin d'exister? Ou alors, est-ce que tu fais de la boxe pour être heureux? Est-ce que la boxe, elle te rend heureux? Est-ce que la boxe, c'est ta petite meuf qui est sur le côté? Moi, c'est ça, la boxe, pour moi. Tu vois, moi, je le dis toujours, c'est la plus belle meuf de ma vie, tu Ouais. vois. Ça, Donc, je t'ai voilà. entendu plusieurs fois le dire. Ben oui, c'est vrai. Donc, depuis que je suis petit, j'ai cette éducation boxe. Ouais, On ça faisait fait des partie mouvements. de on ton faisait- éducation. Ouais, c'est comme, tu sais, c'est comme si ton père, il était footballeur, et toi, avec ton frère, tes sœurs, tu fais du foot tout le temps. Donc, tu grandis au 4000. Ouais. Et à quel moment tu tombes dans les arts martiaux? T'as commencé, je crois que si je me rappelle bien, je crois que tu as commencé par le judo, non? J'en ai pas fait longtemps parce que je me rappelle, je dois être ceinture jaune. Le premier art martial que tu as fait, c'était quoi? Alors, en fait, dans ma cité. Le premier sport de combat. Faut comprendre une chose, c'est que au milieu des années 70, il n'y a pas beaucoup de sport dans les villes communistes telles que la nôtre, telles Ouais. que la Courneuve. Il y avait judo, football. Moi, il y avait judo, football et handball. Après, il n'y avait rien d'autre dans ma ville, dans ma cité. Il y avait rugby aussi, bien sûr. Il y avait le COC, le club olympique de la Courneuve. D'accord. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, tu n'as pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, il y avait l'escrime aussi. Puisque ma sœur, elle a fait de l'escrime. Donc, moi, je me suis orienté vers le judo parce que j'aimais les arts martiaux. J'aimais l'Extrême-Orient. J'aimais cette culture comme ça. Je regardais le samedi soir très tard dans les années 75. J'avais 10 ans, je me rappelle très bien. En 75, j'avais 10 ans. Je regardais le samedi soir avec mes frères et sœurs. On regardait la série Kung Fu avec Fu. David Carradine. Bah ouais. J'étais trop fan. Moi, je voulais être lui. Tu vois, je voulais avoir un maître qui m'appelle Scarabée. Bon, Scarabée, c'est pas tellement. C'était pas terrible. Et puis, c'est péché. Non, je rigole. Ouais. Et donc, tu commences par le judo, t'en fais très peu, jusqu'à la ceinture jaune. J'en ai fait très peu. Je sais que j'ai fait une Et donc- compétition et- et je me suis fait immobiliser au sol. Ouais. Je pouvais plus respirer. D'accord. J'ai eu rub de ouf. Ah ouais. Ouais, grave. Donc, les sports de Non, judo, j'aime pas. Les sports de grappling, j'ai jamais aimé ça. grappling, Ça jiu-jitsu, trappait tout judo. la tête entre les jambes de l'autre Bah, et je tout. sais, ça, de toute façon, quand il y a un combat de MMA, t'aimes quand ça castagne, t'aimes quand ça frappe. Non, mais j'aime le sol. Moi, je trouve que le sol, c'est. Le sol, c'est ou t'aimes pas, je pense. C'est vrai. Ah ouais. Voilà, c'est pareil. Je suis pas fan, moi, le sol. Par contre,
Et quand Moi, je viens du sol, donc j'ai pas la même. alors, je regarde approche. et c'est hyper technique. C'est technique. J'adore ça. J'adorais regarder des combats de judo à l'époque quand j'étais petit à la télévision pendant les Jeux Olympiques. Et, au judo à cette époque-là, au sol tu continuais. Bien sûr, il y avait les règles d'avant. Les règles ils ont énormément changé. Il y au avait judo. un mec qui s'appelait, Pour attraper les jambes, continuer au sol. Alors il y avait un japonais, mais ça m'a beaucoup marqué. Il s'appelait Fuji. Et quand il te chopait les avant-bras, Ouais, c'est bon, c'était terminé. Et puis il te mettait au sol, il prenait son temps, il te faisait des clés de ouf. Ça j'aime bien. Et donc, après la période judo, quand est-ce la prochaine étape où tu te retrouves dans une salle de boxe? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça a été quoi ton parcours sportif? Alors j'ai fait du foot, je jouais très très bien au foot. Ok. Mais vraiment, D'accord. j'étais un très très bon footballeur, mais c'est pas des conneries. Hein. J'étais un très très bon footballeur. T'avais quel âge à ce moment-là? 77, ouais, 72 ans. D'accord. 11-12 ans. 12 ans, j'étais très très bon. Dans ma cité, on m'appelait Platini. Ok. Je te jure, c'est vrai. J'étais très très. Non mais vraiment, c'est pas. Je pense que j'aurais pas pu faire une carrière, j'en sais rien. Mais un jour, il y a des gens qui m'ont dit d'aller faire des tests. J'ai fait des tests au Restar, au Stade Français, à la Parisienne, et ils voulaient me prendre parce que voilà, j'avais un, je sais pas, j'avais ce côté Avec très quelque sportif. Ouais, ouais. Et donc après, Non, après j'ai arrêté, j'ai fait du rugby. tu sais que pour les enfants, pour les athlètes de haut niveau, le mieux, c'est qu'en petit, ils ont fait plein de sports différents. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils développent une motricité Exactement. particulière. Donc là, tu as eu l'expérience du judo, tu as fait du foot, donc Ouais. là, tu passes au rugby. Rugby, j'étais numéro 9 parce que j'étais très petit de taille et D'accord. j'étais frêle. Donc ils m'ont mis demi-mêlée, c'est celui qui jette les balles, tu vois, qui Ok. distribue. Bien sûr. Et mais par contre, je prenais beaucoup de tampons. Les tampons, c'est des. Et moi, j'avais des mecs qui faisaient 80 kilos, j'en faisais 37, 39. Ouais, Parce que tu avais des jeunes de 11, 12 ans, mais ils étaient déjà stock, tu vois. D'accord. Et il y avait un mec de ma cité, il s'appelait Boubou, il jouait avec nous. Et laisse tomber, il courait pas vite, mais. Et donc là, tu es un petit peu plus âgé. 12 ans, ouais, 12, Paris, 13 ans. à Verdun. J'adore le rugby parce que j'ai découvert le rugby à la télévision en regardant les All Blacks. Et jusqu'à aujourd'hui, j'adore. D'accord. Et j'adore le rugby, je trouve que c'est un des sports de contact les plus honorables qui existent. Ok. Ouais, j'adore. Et dans la cité aux 4000, toi, tu étais comment? Bagarreur ou Ouais. un enfant tranquille? Non, j'étais un casse-couille, moi. Bagarreur. Ah ouais. Donc, tu avais le sang chaud. Bagarreur, casse-couche, je me foutais de la gueule de tout le monde, je cassais les couilles. Non, j'étais un Donc, tu n'avais casse-couille. pas encore le respect de la boxe et du tatami que tu apprends sur le Ouais, tatami. non, mais c'est parce qu'en fait, je suis joueur. Ouais. C'est pour déconner avec Taquin, mes quoi. potes. Avec mes potes, on déconne. Voilà, mais j'étais comme ça. Mais bon, Ok. très. Non, Mais très. t'étais bagarreur. Oui, mais je suis respectueux quand même. Hein. Je suis pas un voleur, par exemple. J'ai jamais volé. Enfin, Ouais. tu vois. Je pars pas dans des délires de ouf, tu vois. Et tu t'es retrouvé dans des bagarres en un contre un à Ouais, la bien cité. sûr. Les 4000, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, bon, c'était tu te bats contre l'un, tu te fais démonter. Je me rappelle un jour, il y a c'était un mec qui s'appelait Faisal. Il était fort et tout. Et on m'avait monté la tête parce qu'il fallait que je me fasse respecter. Hmm. Et je me suis battu contre lui, il m'a démonté. Mais il m'a respecté après. Mais par contre, il m'a cassé la gueule. Faisal, il était fort. Je l'aimais bien, lui. Ça s'est retrouvé au sol ou non? Je me rappelle plus. Oh Tu là, te rappelles plus, ça je- fait longtemps. Je sais pas, je devais avoir 10, 12 ans, mais. Bon, mais, en tout cas, mais- tu te rappelles que ouais. tu t'es mangé une. Ah ouais, ouais, ouais. Aussi Une un rousse. jour avec un Yougo. Je me rappelle plus comment il s'appelait. C'était l'ex-Yougoslavie. Nenad. Il s'appelait Nenad. Ok. Et il était beaucoup plus grand que moi. Et je me suis dit, si je veux me faire respecter, il faut que je me batte avec lui. Bon, il m'a démonté. Je lui mets un coup de pied. Il m'a pris la jambe, il m'a jeté en l'air. Je suis tombé sur le dos, ouais, je me rappelle. Après, il a commencé à me taper au sol. Mais après, les gens, ils ont séparé, tu vois. Mais après, il m'a respecté et tout. Mais je me suis dit, putain, j'en ai marre de me faire. Donc, ça, c'est l'enfance aux 4000. Oui, c'est ça, tu te bats. Mais bon, les enfants, ils se battent. Hein. Et après, comment tu te retrouves dans une salle de boxe? Alors, en fait, T'as quel âge le moment je où fais t'arrives partie en salle de d'un, boxe? je fais partie d'un groupe. En fait, les cités, c'est comme ça. T'as le groupe, il est puissant. Ok. Ce qu'on appelle la pression du groupe. Tu peux très vite, très vite partir tu peux très vite partir en couille. Ok. Ou alors, moi j'étais dans un groupe, c'était le groupe des arts martiaux, boxe anglaise, kickboxing, D'accord. boxe thaï, enfin karaté surtout à l'époque. Et moi j'étais dans ce groupe-là. Il y avait des gangs, il y avait la bande du K. La bande du K, c'était les motos, les motards, mais c'était des bagarreurs. Il y avait la bande du J. Et tu vois, c'était ça. Et moi, je faisais partie d'un groupe avec Omar, Yazid, Danone, Jacques Hainaut, Boulbaba.
on faisait partie, et mon frère, on faisait partie d'un groupe de karatéka boxeurs. Ok, d'accord. Il y Donc, avait, à ton époque, Ah, moi, j'étais Japon. il y avait plein de gangs. Oui, bien sûr, mais c'est l'époque des gangs. Il y avait les Black Dragons, les Tout ça, il y American avait tout, Boys, ouais. il y avait plein de trucs. La drogue a tout niqué. Avant ça, avant la drogue, il y avait des gangs partout. Ça venait des États-Unis, c'est normal, tu vois. C'est Ouais. les gangs qui marquaient leur territoire. Ok, donc toi, tu te retrouves avec les gars du karaté. Karaté, moi, j'étais Karaté à mort. Japon. Et donc là, comment ça se passe? Tu apprends le karaté dans une salle ou c'est Non. à la débrouille? Je vais, entre vous je vais dans une salle à Drancy. D'accord. Chez Christian Baffir, c'est en 1977. Ok. Tu imagines, hein, 12-13 ans. Donc là, Non, pareil. 13 ans. Donc du rugby, tu passes au karaté. Ouais, mais j'ai toujours été fan des arts martiaux. D'accord. Ok. Et je me rappelle, on m'avait offert un bouquin. C'était un animateur au centre aéré qui m'avait offert un bouquin de Roland Albert Setzer. Et le bouquin, je l'ai toujours. D'accord. C'est un gros pavé comme ça sur le karaté avec les katas, les kions et tout. J'étais comme un ouf. Mais j'aimais bien le kung-fu aussi. Je voulais en faire du kung-fu, mais ça n'existait pas. Je voulais faire de ça, mais ça n'existait pas dans ma cité, moi. À ce moment-là, Ouais. est-ce que tu as une vision à ce moment-là où tu sais que tu veux faire les arts martiaux, Ouais. des arts martiaux, Ouais. ta vie? Ouais. Donc tu as eu une vision déjà. Non, moi, non. Plus petit, vers 7 ans, je voulais être champion du monde de boxe. Quoi, donc la vision, tu l'as eu à 7 ans. Tu En savais fait- que tu voulais être dans les arts En martiaux. fait, je regardais un combat de boxe. Je me rappelle, j'étais très petit, j'avais regardé Mohamed Ali Ouais. contre Joe Frazier. J'avais parié avec mon père, je me rappelle. D'accord. Et j'avais parié et j'avais dit que Joe Frazier il allait gagner contre Mohamed Ali, alors que j'étais fan de Mohamed Ali. Donc on revient au karaté. Mhm. Donc tu pratiques le karaté. Et là, pendant combien de temps tu pratiques? À karaté, j'étais pas mauvais. Hein. J'ai fait du karaté pendant quelques années. Je suis arrivé jusqu'à la ceinture verte. D'accord. Mais après, nous, on passait pas beaucoup le truc. On faisait beaucoup de compètes. Bah oui. Et j'ai été 2 fois champion de Seine-Saint-Denis de karaté. Et à ce moment-là, à cette époque-là, tu n'entends pas parler de boxe thaï. Alors, oui, un petit peu, parce qu'il y a Omar et mon prof de karaté qui s'appelle Christian Baffir D'accord. qui font une espèce de kickboxing thaïlandais. Ok. Et je me rappelle dans le hall de l'immeuble de mon pote Omar, qui pratique déjà, Omar Ben Almar, qui a été champion de France quand même. J'étais avec mon pote Boulbaba et il nous dit, ouais, il y a un nouvel art martial qui est arrivé, ça s'appelle le kickboxing, la boxe thaï. Enfin, tu vois. Et je dis, c'est quoi? Il m'attrape, il met des coups de genoux, il met des low kicks dans les cuisses et tout. Je dis, ah non, moi je ferais jamais ça, c'est trop violent ça. Ah ouais, ça donc- m'a fait peur de ouf. J'ai dit, Donc au début, ça t'a fait flipper. mais c'est hyper violent. Alors que là, moi, j'étais karaté boxe. Je faisais de la boxe anglaise D'accord. aussi à Drancy. Hein. Ok. Je faisais de la boxe chez Monsieur Sam et je faisais du karaté. Ok. C'est dans le même coin. D'accord. Et moi, j'étais en mode karaté, tout ça, Kwang Chan Ken, les trucs, enfin, je me croyais au Japon. Vraiment, j'étais à fond dedans. Et là, il arrive, le mec, il me fait des low kicks, il m'attrape, il me met des coups de genoux. Je dis, waouh, wow, wow, wow. Tu vas te calmer, oui. Et l'évolution, comment tu arrives à la boxe thaï? Alors, donc il y avait Omar, Christian Baffir qui est mon prof de karaté, qui en parallèle fait des combats de boxe anglaise et de boxe thaï. D'accord. Il nous met dedans doucement, doucement. C'est-à-dire que Ok. il mixe les cours. On faisait de la corde à sauter. Alors qu'en karaté, tu fais des étirements, Ah. d'échauffements. Nous, on faisait de la corde à sauter avec des rounds. On faisait par exemple 5 rounds de 2 minutes avec 1 minute de repos ou de 3 minutes, je sais plus. Donc quelque part, tu rentres dans le mode Muay Thai sans te rendre compte. En m'en rendant compte, surtout qu'avec mon pote Boule Baba, le dimanche, on allait voir des films de kung-fu. D'accord. Ok. À Strasbourg-Sani et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, tu vas vite comprendre. Et un jour, je vois un film de kung-fu et dedans, il y a de la boxe thaï. Tu te rappelles du film? Alors, à chaque fois que j'en parle dans les podcasts, il y a des gens qui disent le nom et j'oublie. Ça s'appelle, je me rappelle plus le titre. Bon, on le retrouvera. Ça va me revenir. Je l'ai en plus à la maison. Tu sais que je l'ai. Ok. Je l'ai en DVD. J'ai réussi à l'avoir en DVD. Et c'est un film hongkongais, mais qui se passe à Bangkok. D'accord. Et en fait, l'histoire, elle est simple, c'est que il y a un père qui est en train de mourir à Hong Kong, il a de l'oseille, et avant de mourir, il veut voir son fils, parce qu'il sait que son fils, il est en danger en Thaïlande. Et son autre fils, qui est à Hong Kong, il sait pas qu'il a un frère, donc il va aller découvrir son frère. Et son frère, c'est un grand champion de Muay Thai. Donc là, tu es touché par le Muay Thai. Ah, et là, je vois ça, je fais, non, attends, là, je me dis, ça, c'est bizarre, parce que c'est la première fois que je vois de la boxe sur ring, avec des coups de genoux, des coups de pied, d'habitude, c'est des points, tu vois. Ouais. Là, j'ai adoré. Ok. Donc à partir de ce moment-là, Choc. choc. Et comment tu arrives vraiment, parce que je sais que tu es parti en Thaïlande Oui, après, longtemps après. longtemps après,
Mais est-ce qu'il y a un moment où tu te retrouves dans une salle de boxe thaï même, où bien ces sûr. deux profs-là, c'est resté tes profs? Non, bien sûr. Je continue avec Christian Bafir Donc, et tu tout. continues avec Christian Et Bafir. je vais avec Omar et Yazid et Danone, c'est les mecs de ma cité qui sont Ok. inscrits chez Roger Pachi au Yamatsuki Kickboxing Club, qui est Roger Pachi, qu'on sait Ouais. que c'était ton prof. un des précurseurs du Un Muay des Thai en précurseurs France. du Muay Thai. Il était au 8 rue Jules Vallès et je vais là-bas et D'accord. là, laisse tomber. Mais attends, mais j'arrive l'après-midi, il devait être, je sais pas, 15 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois des Laotiens et des Cambodgiens. Pour moi, c'est des Asiates. Ok. Je sais pas trop ce que c'est. C'est 1980. J'avais 15 ans. T'imagines? D'accord. Et là, je suis assis, je me rappelle, là, quand il y a le banc ici, et là, tu as le ring, et là, tu as deux allées de sacs. Sac rouge et sac bleu. Et là, je vois des Laotiens et des Cambodgiens. Enfin, c'est des réfugiés politiques qui venaient d'arriver en France. Ils n'avaient pas de t-shirt, ils avaient des shorts, ils étaient là. Chut, chut, chut. Et là, je suis super impressionné. Je les vois péter au sac. T'entends les premiers hush. Ouais, les taper au sac, les trucs. Et comment ils font et tout, je dis. Ils se mettent des needles, mais tu sais, dans les couches, je dis, putain, là. Alors que nous, en karaté, on tue et tout. Enfin, bon, moi, je croyais, tu vois. Ils se mettent des coups de pied, des coups de genoux. J'ai adoré. J'ai été littéralement bouleversé. Une révélation. Révélation. Ah ouais. Et donc là, tu vas parler à Roger Pachi. Ah non, je parle pas. J'ai 15 ans, frère. Je parle Comment avec ça se personne. passe? Je demande des tarifs. C'est extrêmement cher pour moi. C'est 180 francs en 1980. D'accord. C'est le mois. 180 francs, vous divisez par 6,5. Donc, pour l'époque, c'était déjà très très cher. Bah, c'est comme si c'est comme si tu payais 200 ou 300 euros aujourd'hui par mois. Ok. En D'accord. revanche, tu avais cours du lundi du lundi au samedi et c'était de 10h du matin jusqu'à 22h le soir. Tu venais quand tu veux. Ah ouais, donc ça peut. Et moi, il y avait beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'Alaotiens, Cambodgiens. D'accord. Donc, comment tu fais pour t'inscrire? Ma sœur, ma grande sœur, elle a un fils qui s'appelle Alexandre. Et ma sœur, elle me dit, bon, écoute, moi, est-ce que tu veux garder mon fils? Je sors avec mon mari. Est-ce que tu fais du babysitting? Et voilà. L'inscription en faisant du babysitting. Exactement. Ok. Et elle me donne de l'argent Ok. en faisant du babysitting. Je vais chez elle à Belleville. Elle habite à la rue Vaucouleurs. Et je garde son fils. Et elle est généreuse avec moi, ma sœur. Ouais, Tu vois? normal. Elle est très généreuse avec moi. Donc, c'est comme ça que j'arrive à me faire des thunes. Et pendant un mois, je faisais un mois, puis des fois, j'arrêtais. Parce que des fois, je ne pouvais pas payer un deuxième mois. Mais pendant le mois, j'y allais tous les jours. Je campais là-bas. En fait, c'était. Tu pensais boxe, quoi. Ah ben moi, c'était. Et l'école C'était un temple. Et Non, j'y l'école, allais pas. tu allais plus. Je faisais semblant. J'avais mon sac, je faisais semblant d'aller à l'école. Ah ouais. Moi, j'y allais pas. Ça veut dire que tu n'allais plus à l'école. Non. Tu pensais qu'à la boxe. Ouais. Dans ton sac d'école, Au fond, il y avait un short et des bandes. un short et des bandes. Ouais. Et bim, t'allais à l'école. Ah, T'allais à la boxe. ouais, c'est ça. C'est ça. T'as vu le lapsus? Ouais. Donc ton école, c'était la boxe. Mais c'est ça en fait, c'était un temple Bah, pour c'était moi. ça, C'était un lieu saint pour moi. Et quand j'arrivais, des fois, je restais assis comme ça j'étais sur le coin comme ça. Je faisais du sac, je faisais du shadow. En fait, je répétais ce que faisaient les Cambodgiens et Laotiens. Et donc jusqu'à quel âge tu restes chez Pachi? Alors, ça dépend parce qu'il y a des mois j'y allais, il y a des mois j'y allais pas. Tu sais, D'accord. je faisais le yo-yo parce que c'était financier, tu vois. Ok. Mais il était très gentil avec moi, Roger, vraiment très gentil. Mais à quel moment tu te retrouves à faire des combats? En fait, il y a 2-3 clubs qui arrivent chez Roger Pachi. Il y avait un ring dans le coin. Et puis, il disait toi contre toi, toi contre toi. Puis moi, j'étais en Donc le premier, t'avais quel âge? Ouais, Premier interclub. Ouais, j'avais 15 ans. Et à cette époque-là, vous vous mettiez des protections? Non, Il y avait rien. Non, t'es fou. Donc les interclubs, c'était comme des combats pro en fait. Mais c'était ça. Avec Mais tout. Protège-dents, mais non, il n'y a pas les coudes. Il n'y avait pas les coudes. Juste les coudes en Pas moins. de protège tibia, rien. Hein. Les Y a pas de règles casque. Kawan quoi. Règles du Muay Thai. Règles Ouais, du non, Muay les règles Thai. du Muay Thai sont les coudes. Voilà. Sans les coudes. Mais on se démontait. Hein. Ok. Ah, je me rappelle, putain. J'ai cassé le nez. Un truc improbable aujourd'hui quoi. Ouais, c'est Impossible. 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 Mais nous, mais quand je te dis ça cognait, ça y allait. Puis cognait dans fort. le coin, ça y allait. Hein. Donc il y avait des interclubs. Moi, j'en ai fait plein d'interclubs. Moi, des interclubs, j'en ai fait une quinzaine. Je pense j'en ai perdu autant que j'en ai gagné. D'accord. Ok. Après, il n'y avait pas trop de victoires. Tu sais, hop, allez, vous sortez. Il y en avait d'autres qui arrivaient, tu vois. C'était des interclubs. C'était dur. Et donc en fait, quand tu pars en Thaïlande, Ouais. t'étais encore avec Roger Pachi? Non. La Thaïlande, c'est 88. Ok. Donc quelle a été la transition entre la Thaïlande et Roger Pachi? Qu'est-ce qui s'est Alors passé après, je suis pendant tout ce retourné temps? chez Christian Bafir. D'accord. Ok. Je suis retourné chez Christian Bafir. J'ai refait plusieurs années avec lui. Et là, on Ok. faisait que du Muay Thai. Il n'y a plus de D'accord. karaté. Donc lui, ça y est, il était Muay Thai, c'était clair et net. Voilà, c'était terminé le karaté. On faisait uniquement de la boxe thaïlandaise. Donc là, ta vie, c'est le Muay Thai. T'es dedans. Ma vie, c'est le Muay Thai dedans. Je suis à fond. Et tu te débrouilles en faisant des petits boulots. Comment tu fais? Non, je travaille. Hein. Je paye la boxe, je travaille.
Donc je vais... tu fais quoi à ce moment-là? Alors, je travaille dans les fruits et légumes. Pendant très D'accord. longtemps, je travaille dans les fruits et légumes. Le fait d'avoir travaillé dans les fruits et légumes avec mon beau-frère, l'ex-mari de ma sœur, Ok. j'ai appris à travailler dans les fruits et légumes. Donc, je le quitte parce que Ok. c'était trop dur. J'allais à Rungis avec lui et tout, c'était une tannée. Hein. On faisait les marchés à 4h, 4h30 du matin. Il fallait déballer, remballer, c'était dur. Dur. Je faisais la vente et j'ai appris le métier comme ça avec lui. D'accord. Et je l'ai quitté, j'ai monté ma petite boîte en 1985. Ça s'appelait AZ Primer. D'accord. Donc tu avais ta propre boîte de Ouais, fruits et AZ légumes. Primer, ouais. Et Donc tu avais déjà un esprit d'entrepreneur. bien sûr, puisque je faisais de la livraison à domicile. Ok. D'accord. Et c'est pas un truc de ouf. C'est fou. Ça n'existait pas. Bah ouais, ça n'existait Et pas à cette époque-là. je faisais la livraison de fruits et légumes. Ok. D'accord. Donc là, tu travailles dans les fruits et légumes. Tu continues de t'entraîner. Tu es dans la boxe. J'arrête les fruits et légumes. Tu arrêtes les fruits et légumes. Je passe dans la serrurerie avec Vincent. D'accord. Vincent, il s'appelait Justin. Ok. C'était au 242 rue des Pyrénées. D'accord. Il avait une boutique, il m'a pris sous son aile. Moi, je l'ai adoré. De temps en temps, il passe me voir, je l'adore. C'est une personne formidable avec un cœur énorme. Donc c'est resté un Il m'a ami. pris la serrurerie, mais moi, j'étais plutôt dans les clés, tout ça. Je gardais la boutique. Je prenais des rendez-vous, tout ça. Je faisais des clés. Des fois, je faisais du dépannage D'accord. et je continuais la boxe. Après ça, à quel moment tu décides d'aller te former en Thaïlande? Alors, je Parce que pars. à cette époque-là, personne ne faisait ça. Bah, si, il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. Je pars. Je mets de l'argent de côté et je pars. C'est très cher le billet d'avion. D'accord. Je pars. Je me rappelle, j'étais parti avec une compagnie qui n'existe plus. Donc, j'arrive à Bangkok. Le choc pour moi. Comment tu décides de partir en Thaïlande? Bah, là, c'est normal. Alors, je m'étais entraîné aussi chez Put Pat Noy. Je vais au Lamy Gym à Paris. Et en parallèle, je fais de la boxe anglaise et de la boxe française à Courbevoie. D'accord. Avec Doudou, Richard Génodo et les frères Bangui, que je salue. D'accord. Parce que là, vraiment, là, c'était du lourd. Hein. J'ai appris à boxer, mais c'était du... En fait, j'étais avec des pros. Eux, ça a été ceux qui ont implanté le Muay Thai en France? Ah non, pas du tout. Pas du Eux, tout. c'est de la boxe française. D'accord. En fait, à Courbevoie, Qui a implanté le Muay Thai en France? alors, celui qui a implanté le Muay Thai en France, c'est un monsieur qui est décédé, que j'ai connu, il s'appelle Patrick Brison, qui vient de D'accord. Clermont-Ferrand. Et lui, il a découvert la boxe thaï en 75, t'imagines. D'accord. Il y a eu Roger Pachi aussi. Ton professeur. Ouais, mon maître, parce que Ton c'est un maître hein, quand même. Ah ouais. Il a 81 ans, là j'ai eu... sa fille est venue me voir il y a 2 jours. Donc toi, tu fais partie de son héritage. Oui, bien sûr. Tu fais partie de Ah la bah, deuxième génération. Je suis la deuxième de génération de Muay Muay Thai Thai. Voilà. français. Première, c'est mon prof, D'accord. Christian Baffir. Première, c'est 77-78. Moi, D'accord. c'est 80. Mais tous les anciens, je les connais tous. D'accord. Tous, on se connaît tous. Non, mais tous les grands champions français que j'ai interviewés, tu connais, je les connais. On se connaît tous. Ah ouais, c'est une grande famille. Ouais, non, mais vraiment, je les connais tous. Mais même des gens qui sont plus dans la boxe, je les connais. Donc là, automatiquement, la suite logique, tu veux partir en Thaïlande. Normal. Donc tu mets les sous de côté. Alors, moi, c'était le Japon. Je voulais aller au Japon parce que je suis fan d'un combattant qui s'appelle Toshio Fujiwara. Et en fait, je veux aller au Japon, mais c'est excessivement cher. Et je sais qu'il ne parle pas l'anglais, je ne parle pas le japonais. C'est une galère pour rentrer, pour s'entraîner. Il faut passer par des gens. Tu sais, les Japonais, là, j'y suis là encore au mois de mars. Quand tu vas dans des salles, ils n'aiment pas trop ça. Bon, en Thaïlande, j'ai fait plusieurs camps. J'ai été au Sompong Gym à Bangkok. J'ai pas super aimé, mais c'est parce qu'il y avait des vrais boxeurs qui combattaient. Donc moi, ils n'avaient pas de temps pour moi, tu vois. Donc tu arrives en Thaïlande, Ouais. tu es dans ces clubs-là, Attends, et tu c'est sens pas que... des clubs, c'est des camps. Ouais, des camps. Mais le Ouais. choc, c'est un choc pour moi. D'abord, j'arrive, c'est il y a 37 ans. Quand j'arrive, il n'y a pas la Thaïlande qu'on connaît aujourd'hui. C'était la Thaïlande, c'était le tiers-monde, tu vois. Bien sûr. Donc, Et j'arrive tu à sens que ça envoie l'aéroport. 10 fois plus qu'en France. Non, mais pas que ça, j'arrive à l'aéroport. Moi, les taxis, il n'y en a pas beaucoup. Je prends le train, et le train, c'était quoi? C'était même pas 1 franc pour aller de l'aéroport de Lat Phrao à l'aéroport jusqu'à... Moi, je voulais être dans le centre. Et donc là, il n'y a pas un Français qui t'attend sur place. Non. Tu pars tout seul, Ouais, à c'est 100%, ouais. déterminé, Ouais. avec ton objectif, ta vision depuis le début, t'avances. J'avance, je veux apprendre le Muay Thai, mais je crois qu'à ce moment-là, je suis fort.
Ok. Enfin, je pense que je suis pas mauvais. Ouais. Parce que depuis petit, je fais de l'anglaise, je fais du karaté, je fais de la boxe thaï aussi, j'ai Ah ouais. fait des combats, tu vois, j'ai fait des interclubs, des combats, tout ça. Je pense que je suis pas mal, tu vois. Je pense que je suis prêt à aller en Thaïlande. Mais je me suis trompé. Ton premier entraînement là-bas, ça se passe comment? Alors non, premier entraînement, je prends un chauffeur de taxi. Il était très gentil. Il m'emmène au Sompong Gym. D'accord. Mais il m'emmène dans un camp où il y a des boxeurs pros. D'accord. Des boxeurs pros, ça veut dire que lui, il n'a pas le temps pour moi. Donc à cette époque-là, c'était déjà le Raja, les Longpini, Ouais, ouais, c'était ouais. les deux. Non, les mecs, je sais plus où ils boxaient, mais non, mais il y avait une dizaine de boxeurs et il y en avait 2-3, ils avaient un gros level, tu vois, gros, Ok. gros level. Genre, ils avaient déjà plus de 100 combats et tout. Puis ils étaient focus sur l'entraînement, tu D'accord. vois, on n'était pas frérots ni rien. Ouais. Je m'entraîne et tout. Le maître, il vient me voir, il me dit, toi, il me fait comprendre que moi, j'ai un petit cœur. J'ai un petit cœur, c'est-à-dire que je suis un peu une banane, mais j'essaie de lui expliquer par mes mots que moi, ça fait 2 heures que je suis arrivé de la France et que je me suis tapé 17 heures d'avion. Donc, Lui, il en a rien à faire en fait. il s'en bat les couilles, il S'en s'en fout, lui. Ouais. Sampong, je me rappelle, Sampong, en fait, c'est un chino-thaïlandais. Comme ça, il était comme ça. T'es pas sympa du tout, mais il a aucune raison d'être sympa. Bah oui. Parce que c'est un business. Moi, je crois que quand j'arrive là-bas, je me dis, ils vont m'accueillir comme dans la série Kung Fu, Petit Scarabée. Ils vont me poser des questions avec des punchlines de ouf et tout. Mais ils s'en foutent. D'abord, on parle pas la même langue, ils parlent pas l'anglais. Je parle aucun mot thaï, même pas un. Et t'as réussi à te débrouiller en thaïlandais après? Ouais, bien sûr. Mais là, je vais là, après je vais là, après je vais là, après je me retrouve là. Je vais dans d'autres camps. Donc je vais au Sovarapin, je vais au Donc tu Kat tâtes les Songrit. camps. Ouais, je vais au Kat Songrit, je vais dans des camps très sympas. Hein. Mais le problème, c'est que je vais dans des camps pro. Moi, je crois que j'ai le niveau. Moi, je vais dans les camps où je peux. Je me Bien dis sûr. pas, tiens, je vais dans des camps. En fait, c'est que du level, les mecs. C'est que du level. C'est comme si toi, tu joues au football à Nogent-sur-Marne, et là, tu arrives, tu es au PFC, Au t'es à Real. hein Ouais. Sochaux, Nantes, le FC Nantes, tu vois. Moi, j'ai pas de niveau. Et finalement, on me dit, va à Pattaya, du côté de Chonburi, il y a des camps très sympas et tout. Je fais un camp, et puis je fais un autre camp, je ne me rappelle plus le nom. Ça va me revenir. Et là, je tombe sur le Patlou Long. C'est là D'accord. où j'ai appris, avec Master Den. Et quand je suis arrivé, je dis, c'est là que là, je me sens bien. D'accord. En plus, le camp, il était ouvert. Il y avait du snooker, il y avait des combats de coq. Le propriétaire, il faisait des combats de coq. Et puis, il faisait du snooker. Et il y avait le camp. Ok. Et il y avait 2 boxeurs professionnels et 3 boxeurs laotiens qui boxaient, qui dormaient là-bas. Je dormais avec eux et tout. Et on est devenus frérots. Et là j'ai kiffé. J'allais même coacher avec eux. Hein. Et je me rappelle, un jour, il y avait Winas, c'est un des Laotiens. D'accord. Il boxe. Et Master Den, je pars avec eux, tu vois. Il boxe au Long-Key Stadium à Pattaya, qui est assez loin de Chonburi. Mais c'était un gros stadium, c'est genre 600 places, tu vois. Ok. Ah ouais, tu vois le délire, tu vois, c'est... Bon, après, c'est 600 places, c'est du béton, hein, les trucs, hein. Mais il y avait du monde, tout, c'était un samedi soir, c'était blindé la guerre. Et je coach avec Master Den, et il y a Tik. Et là, tu commences à coacher. Non, mais en Thaïlande, c'est comme ça, les frères, on est du même camp, on va coacher, Ouais. quoi, tu vois. C'est genre... Ouais, c'est le team, quoi. Ouais, le team. En Thaïlande, c'est le team, tu vois. Et là, je me mets en coin, et à ce moment-là, je me dis, c'est ça que je veux faire. Ah ouais, J'adore. c'est à ce moment-là Ah ouais. que tu sais que tu veux être coach. Ah ouais, j'avais déjà coaché avec mon frère, tout ça, ou mes potes Omar, mais À ce moment-là, tu avais tes 19 combats. 88, 90, non pas encore, j'en avais 12, 13. Donc à ce moment-là, tu as 12-13 combats, Ah ouais, mais tu as non. cette révélation. Ah, je me dis, tu sais, il y a des gens, ils rentrent dans un restaurant, ils se disent, Je veux faire de la cuisine. pas du tout, je vais être plongeur. Ah ouais. C'est pas une révélation, la plonge. Hmm. Le coin de ring, c'est pas une révélation de ouf. Enfin, je veux dire, dans la vie, tu gagnes pas d'argent dans le. Enfin, je veux dire, c'est pas un métier. Moi, dans mon livre que tu vas lire, Bien sûr. moi, je fais une phrase, je me dis, je suis coach de coin, je suis un homme de coin, je suis un stratège de coin, je suis un soigneur de coin, je suis un maître du coin et j'en suis fier. C'est mon métier, homme de coin, c'est là que je vais être avec mes frérots. C'est qui mes incroyable. frérots? C'est qui? C'est le coin rouge, c'est le coin bleu. C'est eux, C'est mes incroyable. frérots. Tu as cette vision, tu sais que c'est ça que tu veux faire. J'ai adoré. J'ai senti des trucs, la douleur, l'émotion, la peur, Donc, dès petit, tu as la vision de ce que tu veux La faire. boxe. Tu veux être dans la boxe. Et à ce moment-là, donc tu as 12-13 combats, tu te retrouves dans le coin
à coacher avec Master Dan. Et tu as cette vision-là. Avec tu veux être coach. Tic et Winas, il boxait. Et je me rappelle, il me regarde dans le coin. Et moi, je lui dis de pousser avec les mains. Je sais pas pourquoi je dis des que trucs comme ça. Mais en fait, la grande révélation, moi, c'est. Tu sais, les révélations, c'est ou des images fortes ou des mots-clés. Ouais. Moi, il y a une phrase qui m'avait marqué quand j'étais petit. C'était un boxeur qui avait écrit sur sa tombe. Mais j'étais jeune, hein, je devais avoir 12-13 ans. Et j'avais vu ça dans un magazine qui s'appelait. C'est un magazine de boxe je me rappelle plus comment il s'appelait. Il a pas tenu longtemps. C'était un magazine qui a pas duré longtemps, mais qui était très très balèze. Que j'ai adoré. C'était un magazine de boxe et de culture aussi. Et il y a une tombe où il y a écrit le boxeur qui est dans le cercueil. Il écrit. Monsieur l'arbitre, tu peux arrêter de compter cette fois-ci. Je me relèverai pas. Ah, Tu vois? c'est magnifique. Ouais, ça m'avait choqué. C'est très fort. Ça, c'est le premier choc. Deuxième choc, c'est avec Our, le Cambodgien. Titi, il s'appelle Titi. Our, quand il arrive en France, il ne parle pas français. Et aussi Xan Juneban, qui m'ont pris comme un petit chéri, comme un petit frère. D'accord. Il y en a un qui est laotien, qui était thaïlandais laotien, et un qui est cambodgien, mais qui a vécu en Thaïlande. Et déjà, ils étaient hyper forts, ils avaient des combats et tout. Et moi, je les regardais comme ça. Et eux, ils m'ont appris véritablement la boxe thaï. Parce que moi, je croyais que je faisais de la boxe thaï, mais je faisais du kick thaï japonais. Et eux, ils m'ont appris. Tu vois, vraiment l'attitude, la gestuelle, comment se positionner et tout. Et j'adorais. Pour moi, ça a été la révélation. Et je suis toujours en contact avec eux. Alors, je reste en Thaïlande très longtemps, la première année. Ok. Je reste en Thaïlande plus de 2 mois. Ok, plus de 2 mois. Et je me rappelle, hein, j'étais parti avec pas beaucoup d'argent, mais bon, il y avait pas beaucoup, tu dépensais. Moi, je D'accord. dépensais pas beaucoup là-bas, tu sais, je mangeais du kao pad thai, les trucs. C'était pas un pays où la surconsommation elle existait. Donc C'était tu un t'es pays- imprégné de la culture du Muay Thai. là. Ouais, alors Vraiment. oui, moi j'aimais bien, j'avais beaucoup de mal quand même. Ok. Je vais pas te mentir. Moi, tu sais, je suis un Méditerranéen. Ah ouais. Donc j'avais beaucoup de mal sur plein de trucs parce que c'est des choses que je comprenais pas. Est-ce que c'est des choses qui étaient agressives pour moi? Est-ce que c'est des fois je prenais, tu sais, très souvent quand c'est quelqu'un qui te ressemble pas, tu prends ça pour une menace. Ouais. Et des fois je prenais ça pour une menace ou une agression. D'accord. En fait, par exemple, si j'avais été au Maroc, en Tunisie ou ou en Espagne ou en Sicile, ça aurait été moins agressif pour moi Ouais. parce que c'est quelque chose qui me parle, bien Ça sûr. parle plus. Donc là, c'est un choc pour moi. De toute façon, c'est un choc culturel. Bien sûr. J'arrive dans un pays, bon, il y a que des Asiates. Comment tu décides de rentrer en France? Alors, quand je rentre en France, en fait, je m'étais entraîné j'avais bougé un petit peu. Je reste à Chonburi. Ensuite, je me promène un petit peu à Pattaya. Je fais ça. Je bouge un petit peu, tu vois. Mais je reste quand même à Chonburi et je reste dans le camp là-bas. Je dors là-bas. Au début, je dormais. J'avais pris j'avais été dans un pratra. C'est un petit hôtel. Enfin, c'est pas un hôtel, c'est des petites résidences où il y a une dame qui te fait le ménage. D'accord. Bah, c'est Airbnb, quoi, aujourd'hui. Mais c'était vachement bien. Et à un moment, t'as plus d'oseille. D'accord. T'as plus d'oseille. Le maître, il me dit, bah, viens dormir avec nous. Moi, c'était magnifique, tu vois. Ok. Sauf que c'était une galère. Je n'aimais pas parce qu'il y a les moustiques, tout. Donc- Puis c'est pas ça, on se levait à 5h30 pour aller Ouais. courir. Ouais, le vrai entraînement, quoi. Donc tu décides de rentrer. Ouais, je rentre. D'accord. Je rentre. Tu arrives en France. Le Qu'est-ce choc. qui se passe à ce moment-là? Le choc. Ouais, le choc. Ok. Je fais une mini déprime. Je fais une déprime, c'est normal. Normal. Je passe d'un continent à un autre. Je passe d'une période épique. Je passe d'un endroit où une épopée extraordinaire pour moi, la découverte de l'autre. Je reviens à la Courneuve, je reviens aux 4000 logements. Mais ça m'avait fait ça aussi quand j'étais parti en Israël en fin 82. J'avais fait tout le tour à pied. J'étais parti en Égypte à pied. J'étais descendu, j'avais fait tu sais, Sharm el-Sheikh, Nouéba, j'étais monté jusqu'au Caire. Au Caire, j'avais fait avec un pote à moi, on avait fait des marionnettes et tout. On gagnait de l'argent comme ça, enfin, on gagnait de l'argent pour acheter de la bouffe et tout. Ça m'avait fait le même choc, tu sais, j'avais fait le tour. J'avais même été à la frontière jordanienne, frontière libanaise. J'avais passé 2 mois à marcher, je refusais. Ça m'avait fait un bien, mais bon, c'est une galère, hein. Tu fais piquer, t'as pas d'oseille. Quand tu rentres, c'est un choc parce que tu passes du confort
à l'insécurité. C'est même plus, c'est carrément l'insécurité. Tu te sens un peu agressé parce que tu maîtrises pas, tu n'as pas les codes. Moi, j'ai pas les codes. Alors le continent asiatique, j'ai pas les codes du tout. Pour moi, l'Asie, pour moi, c'est des films de kung-fu. Ouais. En plus, c'est des studios. Mais toi, tu le sais pas. Moi, je sais pas. Kwai Chang Caine. Bon, David Carradine, c'est un studio, puis c'est tourné à Los Angeles. Mais ça, moi, je le sais pas. Parce que je suis jeune, tu vois. Et moi, quand j'arrive en Asie, je pense que les maîtres, ils vont me. Tu sais, on va s'asseoir à genoux, puis on va prier, on va faire des trucs de ouf. Mais c'est pas du tout comme ça. C'est un vrai choc quand même. Donc là, le retour en France, c'est un choc. Bon, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu te remets à travailler Travail. dans quoi à ce moment-là? Je travaille, serrurerie. Je Là, retourne tu chez reprends la Vincent. serrurerie, ok. Je rencontre la mère de mes enfants, Sophie. D'accord. Je continue la série, je continue la serrurerie. Mais je vais au Lamy Gym, je vais chez Roger Pachi. Et Roger Pachi et son beau-frère, ils ont monté un club. Tu continues de t'entraîner. Oui, bien sûr. Bien sûr. La boxe, c'est obligé. Je continue à m'entraîner, je fais même des combats. J'ai même combattu en Thaïlande. Et puis là, je rencontre la mère de mes enfants, Sophie. Et puis je tombe amoureux. On se met ensemble. Je fais un enfant. Ma fille, elle est née Leslie. Elle vient en 88, fin 88, enfin juin 88. Et je continue la boxe. Et à un moment, moi, j'ai envie d'enseigner. Et on me propose d'enseigner un petit peu au Lamy Gym, un peu, tu vois, gentiment. Et donc à ce moment-là, tu décides d'arrêter ta carrière de combattant. Ouais, enfin, on va pas se mentir. Hein. Moi, j'ai pas une carrière de combattant. Hein. J'ai été un piètre boxeur. J'étais un bon boxeur technicien. J'aime la gestuelle. Parce que dans la gestuelle, on sait que tu es le meilleur. Oui, mais j'aime La ça. perfection J'aime la des philosophie de la boxe. J'aime la Il n'y a psycho. pas beaucoup de coachs qui ont ça. Merci, c'est gentil, mais. Non, tu as un côté artiste dans ta boxe. Oui, c'est ça. Ouais, c'est plutôt artiste de la. Moi, je suis un artisan de la boxe. Je suis un besogneux de la boxe. Mais en fait, moi, je suis un peu comme un sculpteur. Voilà. J'aime bien faire grandir un boxeur. Tu vois, ça, je trouvais ça D'accord. génial. Donc, très vite, je me mets à enseigner. Au Lamy Gym à Paris, D'accord. on me donne, tiens, tu veux donner des cours là? Moi, on m'a dit, tiens, tu peux donner des cours, le prof, il n'est pas là. Moi, j'étais super content. Donc, Tu sais, ça m'a mis en valeur. J'ai trouvé ça, ouais. Et puis, il faut trouver des solutions tout de suite. J'avais jamais fait ça, tu vois. Ensuite, Louis Villemont, qui est dans le 11e arrondissement aussi, il a une petite salle de Viet Vo Dao et tout ça, de boxe, je sais plus quoi. Il me dit, tu veux donner cours de boxe thaï? Je dis, ouais, si tu veux. Mais en fait, ça commence à marcher. Je commence à avoir des élèves. Je commence à voir Joël, Stéphane Domassi, Joël, Henri Sangata, Majid et tout, Farid Ladjouzi, Yves Bizel. Attends, c'est des mecs qui ont été vice-champions d'Europe. C'est ça qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, Et une tu as salle ton toute background du Muay Thai. Tu as ta culture du Muay Thai, tout ce que tu as appris, tout ça. Tu te dis à ce moment-là, je vais réussir à faire mes élèves, je vais réussir à en faire des champions. Alors, un jour, il y a un Manu Sessima qui passe me voir. C'est un très, très grand champion de boxe française, un immense champion qui retourne au Cameroun. Et il me dit, ton délire, c'est quoi? Tu veux faire quoi? Mais j'étais dans une petite salle qui faisait peut-être 30-40 mètres carrés. Hein. J'ai dit, moi, je veux former que des champions. Si c'est ça, je veux que ça brille. Tu Donc vois, là, tu as ta vision de coach à succès. Ouais, coach à succès. Coach à succès. Oui, c'est vrai, on peut dire ça, ouais, c'est ça. Alors, moi, je veux pas briller, moi, je veux que mes élèves ils brillent. Mais tu as la vision du coach à succès dans le sens, la capacité de produire des vrais champions. Pas toi de briller, mais de réussir à faire briller des champions. C'est pas faux, mais c'est pas faux ce que tu dis. À la différence, c'est que moi, j'ai perdu des élèves parce qu'ils n'étaient pas patients. Et moi, chez moi, il fallait attendre 1 an minimum pour prétendre faire des interclubs ou des trucs comme ça, ou 2 ans même. Moi, je voulais que les gens ils prennent leur temps d'apprendre à boxer parce que quand je suis allé en Thaïlande la première fois, je t'ai dit, ça a été un choc. Ça a été un choc thermique déjà. C'était un choc culturel. Mais ça a été un choc dans tout, même dans la boxe. Je croyais que j'étais fort, mais en fait, j'étais un peu dégueulasse. J'étais une petite banane. J'ai appris à fermer ma gueule, à observer. J'ai appris à écouter avec le cœur parce que ce qu'ils te disent ça, c'est ici. Ouais. Et là. Donc là, tu lui as répondu. Tu lui as dit ta vision. Et tu t'y es tenu. Ouais, j'avais un pote aussi, il y avait un pote qui est disparu, il s'appelait Marc Ferret. On s'entendait super bien. Il avait un club à Chelles. On était devenus super potes. Il est mort malheureusement. Il m'a dit tu devrais laisser ton boulot
et te lancer à fond dans la boxe parce que t'as le talent pour ça. Donc, il y a des gens qui ont senti que Ouais. tu avais le talent pour ça, La mère de mes enfants, qui ont cru en toi. ouais, elle m'a dit tu t'essayes, si ça marche pas, bah tu bosses. La mère des deux grands, ta Ouais, première femme. ouais. Et donc, comment tu arrives au club Doménil? Alors j'arrive au club Doménil parce que tout d'abord je donne des cours chez Jean-Pierre Vigneault D'accord. à rue du Volga dans le 20e arrondissement, c'était à côté de chez moi. En quelle année là? 89-90. Parce que le club Doménil, 90. ça veut dire même moi, avant de te connaître, Ouais. on savait tous que le club Doménil, c'était le club de Muay Thai où ça envoyait du très très lourd. Ouais. On savait que les sparring, c'était là où ça frappait très fort. Ouais, parce qu'il y avait du monde, c'est vrai. Mais chez Jean-Pierre Vigneault, je me rappelle plus le nom du club. Je me rappelle plus. Enfin, c'était Jean-Pierre Vigneault. Je donne des cours Ok. et j'ai Stéphane Domassi, Joël Dubois, Yves Bizel. J'ai Dimitri Pavlovitch. T'as vu que je me rappelle encore des noms. Hein. C'était mes petits gars, c'était mes petits chéris, tu vois. D'accord. Attention, Tidiane Biga qui est devenu un très très grand entraîneur, qui a été champion du monde. Tidiane Biga que j'ai eu à l'âge de 13 ans. Là, je commence à avoir du monde. Et ça se passe très mal avec Jean-Pierre Vigneault. Je me barre et je cherche un club parce que je me retrouve avec des élèves. Et si je trouve pas un club tout de suite, Ah, donc là, t'es pas au club Doménil. Là, non, t'es pas revenu encore. en arrière. Ouais, je suis D'accord, en arrière. J'avais raté une étape. Donc Voilà. là, t'es revenu en arrière. Ça se passe mal. Et Ça là, se passe mal avec Jean-Pierre Vigneault. Il commence à me changer les horaires. D'accord. Je sais pas pourquoi, alors que j'avais 70 élèves. Hein. Et on est en 90 là. 90. Ok, d'accord. T'as 70 élèves. Et là, on me dit, va à l'avenue Doménil, il y a un club là-bas où c'est un grand judoka et il a 3 pèlerins en penchakilat et 5 mecs en jiu-jitsu, mais pas jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu C'est athéni. traditionnel. Voilà. Là, ouais. Je vais le voir, je suis jeune, j'ai 25 ans et je lui dis, voilà, tatati, tatata, je dis, j'ai du monde, voilà. Il me dit, vas-y, welcome, viens. Franchement, il est super gentil avec moi. Et là, j'arrive quand même avec du monde, tu vois. Avec du monde, 70 élèves. Alors, j'arrive avec du monde. Le problème, c'est que les premiers cours, ils sont pas là. Parce qu'en fait, je démarre au mois de septembre. Et ils viennent petit à petit. Et pendant 1-2 mois, j'avais un élève qui s'appelle Stéphane Ledez, D'accord. qui est toujours avec moi, là, Ok. qui s'entraîne toujours avec moi, 35 ans après. Et je commence à donner des cours au club de Ménil, chez Michel Sanchez. La première année, je donne 2 cours par semaine, mardi, jeudi. Des cours de merde. Hein. 20h30, 22h. 20h30, 22h. T'as vu comment c'est tard? Non, mais tu prends. Non, mais je prends, bien sûr. Il y a que Moi, ça, de toute façon. à côté, moi, je bosse un peu. Hein, tu vois, Tu continues de Oui, bosser. à oui, ce je moment-là. bosse, fais ça, tatati. Là, t'arrives J'habite- pas à vivre encore. Ah de la boxe. non, non, mais même pas D'accord. en rêve. J'habite dans le 20e arrondissement. Ma fille, elle a 2 ans. Ok. Première année, bizarrement, je finis l'année avec 60 inscrits. Michel, il est super content. Il me dit, putain, c'est vachement bien. Ok. Tu veux quoi? Je dis, tu veux pas rajouter un cours? On rajoute le samedi. Et là, bingo. Je rajoute le samedi. Je passe de 60 à 100 inscrits. Boum. Boum. Je continue un petit peu à bosser. Après, j'arrête. Ok. J'arrête parce que je me dis 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je commence à donner des cours particuliers. En 91, je donne des cours particuliers chez des gens. Tu sais, ça n'existait pas, ça, les coachs. Et en fait, j'avais un pote à moi qui vient de Goussainville. Ok. Je me rappelais plus, il faisait de la boxe thaï. Est-ce que je me rappelle plus de son prénom? Beau gosse et tout. Il m'a dit, tu devrais faire du coaching. Je dis, mais je sais pas ce que c'est, moi, coaching. On connaissait pas encore ce terme-là. Il me dit, tu donnes des cours particuliers à des gens chez eux. Je dis, ah bon, je vais chez eux? Ça se faisait pas à l'époque. Ben non, on est en 91. Ah, Je dis, je vais pas aller chez les gens. Et en fait, je vais chez les gens. Je commence à trouver des clients à Saint-Mandé. Bon, par contre, j'y vais à 6h30, 7h du matin. C'est une galère pour moi. Mais je suis obligé de travailler, tu vois. Donc là, on est en quoi? 91, 92? 91. Un an après. Ouais, 91, je commence à donner des cours particuliers. Je donne des cours particuliers chez Michel. Je commence à faire ceci. Et bizarrement, on commence à m'appeler pour faire des démonstrations. Donc, j'emmène des élèves avec moi. Je vais à Strasbourg, je vais à Toulouse, je vais au territoire de Belfort. Je vais avec Roger Pachi, on va du côté de Cherbourg. Je me retrouve dans le sud. Tu vois, je commence à me faire un petit nom. Tu vois, Zetoun, il commence à être dans la boxe thaï. On n'est pas nombreux. Hein. Il y a 3-4 clubs de boxe thaï à Paris. C'est tout. Aujourd'hui, tu en as 30. Bah oui. À Paris. Intramuros. Et voilà. Et donc, je commence à avoir du monde. Et là, je commence vraiment à marcher. Mardi, jeudi, samedi, on rajoute le lundi 18-20 heures. Je passe à 120, 130 élèves. Et sur le tatami, ça envoie. Quand je dis ça envoie, ça veut dire dans le sens, ça frappe. Des gros sparring.
Alors, il commence à avoir du monde. Skarbowski, il est là. Il y a Tidiane Biga. Je commence à avoir Skarbowski, il arrive en quelle année? Skarbowski, il arrive en 92, je crois. Et il a 92. quel âge? Non, je crois qu'il arrive en 91 ou 92. Il reste un peu. Donc, il est tout jeune. Oui, il est très très jeune. Il vient de perdre son père. Donc, il reste un mois. Et l'année d'après, il vient, il s'inscrit directement à la Et il Ligue. a quoi? 14-15 ans. D'accord, 14-15 ans. Et Skarbowski, Mais à cette époque-là, j'avais Tidiane Biga qui était très fort, D'accord. qui démontait Jeannot. Hein. Ok. J'avais Tidiane Biga, j'avais Bizel, Farid Ladjouzi, Ok. qui était vice-champion d'Europe. Les mecs, je les avais Ah, fait. donc tu avais déjà réussi Ah, mais à j'avais avoir mon- des champions. Ah, mais Tu avais j'avais- déjà des champions d'Europe. J'avais un petit team de 3-4 D'accord. boxeurs. Attention, c'était Donc du au lourd. moment où tu vivais pas encore à 100% de la boxe, Ouais. tu avais déjà un niveau pro. Eh ben, j'avais Bizel, il allait faire un championnat d'Europe en Angleterre. Farid Ladjouzi, il fait un championnat d'Europe à Amsterdam. Ok. On a boxé, on est parti en Hongrie, on est parti en Espagne, en Italie. Non, je commençais à avoir une petite team. J'avais 3-4 boxeurs. Je m'en occupais super bien, tu vois. On partait beaucoup aussi en province. On D'accord. partait en camionnette. Je me rappelle, on partait en camionnette. Et là, franchement, je partais avec 2-3 boxeurs. On perdait pas beaucoup. Hein. Donc là, ça continue. Parce qu'en fait, j'avais des combattants, ils étaient solides, durs. Et moi, je leur apportais la technique. C'est le truc en plus, la technique. Et donc, ils s'en sortaient. Et puis, physiquement, j'étais super relou. Moi, j'étais. Ah, je sais que tu étais dur. Ouais. C'était un peu trop. J'ai Ah, trop c'était la poussé. victoire ou rien avec toi. Oui, mais. Il y avait ça beaucoup. T'es beaucoup comme ça avec tes élèves. Oui, mais. Tu veux j'étais gagner quoi qu'il se passe. Oui, bien sûr. Mais j'étais beaucoup dans le physique aussi. Hmm. Ça fait que les mecs, je les poussais. J'allais très, très loin pour. Ça, on va y revenir plus tard. Ouais. Avec, je me rappelle avec Fauveau, moi, je t'ai connu à cette Ouais, époque-là. Qu'est-ce que tu lui as fait mal? Ouais, Johan. Mais on y reviendra Ouais, mais il a plus été tard. loin. Hein. Donc, ouais, il a été loin. Mais je sais que tu es dur sur le tatami Ouais. et tu as eu des résultats. Donc, on revient en arrière. On a Doménil. Tu formes tes champions. Skarbowski, il grandit. Tu le rends le champion qui devient. Et là, tu es à Doménil. Jeannot, c'est la locomotive du club Doménil. D'accord. C'est Ok. la locomotive. Moi, j'avais monté une association en 1990 qui s'appelle le Siam Boxing. Et après, j'ai arrêté, j'ai changé en Team Zetoun. Mais Jeannot, c'est la locomotive. Mais j'avais quand même des boxeurs. Attention, j'avais Stéphane Domassi, j'avais un petit boxeur qui s'appelait Joël Dubois, que j'avais appelé JD. Petit de taille, très léger. Il boxait tellement bien. Il avait un style de ouf. Bon, après, il a arrêté parce qu'il était pâtissier, boulanger-pâtissier, il travaillait la nuit. Bah ouais. Donc, le mec, c'était une galère pour lui. Mais tu lui, vois. Skarbowski, il reste dedans. Lui, il est à fond Skarbowski, dedans. là, je me rappelle, je crois au bout d'un an, sa mère, elle me dit et tu crois qu'il va faire quelque chose, mon fils? J'ai dit, ton fils, il va être champion d'Europe. Il est devenu champion d'Europe. Donc, on est au club Doménil. Tu formes des champions. Ah ouais, là, je forme du lourd. Tu avances et là, tu commences à en vivre. Ouais, puis non, je vis carrément, je vis de la Tu boxe vis de thaï. la boxe. Enfin, Donc, difficilement. t'arrêtes la serrurerie. Ah oui, tout ça, j'arrête depuis T'arrêtes tout. longtemps. Ça y est, t'es dedans. Alors, T'es professionnel dans la boxe. J'en vis, je suis déclaré chez Michel. D'accord. Il me déclare à mi-temps. Ok. Donc, c'est 19h ou 20h par semaine. Ok. Je crois que c'est ça, ou 14h, je sais plus, 16h. Et puis, la chance que j'ai, c'est que j'ai le banner avec moi. Donc, tout de suite, ça change. Donc, ça ramène beaucoup de monde à la salle. Et je me retrouve avec 300 inscrits. Je suis resté quand même 15 longues années chez Michel. Hein. À D'accord. partir de 2004, je quitte Michel. Et donc là, en 2004, Je monte ma boîte. tu montes ta boîte. Ça se passe mal avec Michel quand il sait que je vais partir. C'est là où tu vas à République. Non, Ah non, D'abord, donc je avant, il y a monte un autre club. tout petit club. Je monte un tout petit club à Bonne Nouvelle. D'accord. Ok. Ok. En face du Grand Rex. Et donc là-bas, tu restes combien d'années? Non, là-bas, je reste une saison. Le 4 janvier 2006, j'ouvre la République. salle de République. C'est là où moi je te rencontre et moi j'entendais parler de toi, ça veut dire le nom André Zetoun, Ouais, c'était assimilé au club Doménil où ça envoyait du très très lourd. ouais, c'est vrai. Et donc moi j'arrive à cette époque-là et je vois que le club, c'est plus, il y a des pros sur le tatami, mais il y a aussi des gens qui s'entraînent pour le hobby. Ouais. Il y a de tout. Ouais. Donc à quel moment toi tu te dis je vais vulgariser la boxe et la rendre accessible pour tout le monde? Non, Parce mais qu'avant tu avais plus cette vision de compétition. depuis le début, moi, j'ai toujours favorisé les gens qui venaient pour le loisir parce que c'est eux qui te donnent à manger. Les compétiteurs, ils sont là, ils viennent pas, tu cours derrière eux et tout. Quand ça va bien, ils restent. Quand ça va plus, ils changent. Enfin, c'est très difficile. Un combattant, il est difficile d'accès, mais il est difficile aussi à gérer. C'est très difficile à gérer les compétiteurs.
Et c'est pour ça que j'en ai jamais eu beaucoup. C'est-à-dire que j'en ai jamais voulu en avoir. Tu as des clubs, ils aiment bien avoir 15 compétiteurs. Moi, Ouais. j'aime pas ça. Je déteste ça. Un sur lequel tu te Non, focuses. j'ai toujours eu 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bon, j'ai eu une période où j'en ai eu 6, 7, mais là, c'est. Bon, c'est parce qu'ils sont arrivés en même temps et donc ils ont grandi ensemble. Mais là, à un moment, dans ma salle, la République, j'avais Abderrahim, j'avais Hichem, j'avais je me rappelle, il y avait Christophe du monde. Tag, Johan Fauveau. Dans chaque catégorie, frère, j'avais des champions de France, des Johan Fauveau, champion. Enfin, tu vois, c'était du très, très lourd. Par contre, là, ça goumait sa mère. Ça goumait. Ah, de ouf. Au fond de la salle, Ça goumait. je me rappelle, Hichem, je mettais le casque, il mettait le casque avec Abderrahim. Je dis, vous faites de l'anglaise là. Il me dit, combien de temps? Je dis, je vous dirai. Ça durait des fois 40 minutes, il faisait un round. Et moi, je me rappelle, j'arrive à ce moment-là et je te dis tout de suite, moi, je te dis, voilà, je viens du jiu-jitsu, je vais apprendre la boxe pour m'adapter au MMA. Moi, je tout me rappelle ça. de ça, ouais. Et et je te dis tout de suite, dès le premier cours, je vais faire du sparring. Tu me regardes comme ça. Tu me dis, vas-y, calme-toi, toi, tu vas au sac Ah ouais, il y d'abord. en a plein comme ça ouais, qui veulent faire du Tu me dis, sparring. tu vas au sac et j'ai fait du sparring plus tard. Mais c'est là où j'ai vu. T'as vu, même tu t'es fait démonter. Hein. Oh, je fais des montées. Avec Johan, je me rappelle, t'avais tourné avec Johan. Attends, mais le mec, je t'ai vu lui faire je sais même plus combien de temps tu le mettais sur des sacs et il s'arrêtait pas, il Non, s'arrêtait puis pas. les il s'arrêtait PAO, pas. avec lui, je faisais du Et les PAO. Et puis il y avait PAO. Christophe Tang aussi, Ah le non, petit ouais, je me chinois. rappelle Christophe Tang. Je me Il est rappelle. fort. Moi, j'aime beaucoup. Je me rappelle. On est toujours en contact avec Christophe. Et donc, mais ce que j'ai vu à cette époque-là, ou quand j'ai commencé avec toi, c'est que tu te décuplais sur le tatami. Ah ouais, c'était dur. Ça, j'ai jamais vu des coachs qui arrivaient autant à faire ça. Ça veut dire tu arrivais à coacher tous les niveaux en même temps. Ouais. Et ça, c'était incroyable. Tu Ah, mais je coachais tombais les malade. pros, les débutants, ceux qui avaient déjà un petit niveau. Tu leur faisais faire tous des choses différentes. Et ça, c'était incroyable. Et il y avait plus que ça aussi. C'était des fois, le tatami, il y avait 100 personnes sur 80 mètres carrés. Non, pas 100 personnes, mais il y Non, mais avait. attends, arrête, André. Ouais, non, il y avait Je t'ai 60, vu blinder 70. Ouais. le tatami des fois. Oui, c'est vrai, Et c'est je me vrai. disais, comment il va faire? Mais Et c'était. je te voyais, il y avait des clones d'André. Tu te décuplais, tu arrivais Ouais. à t'occuper de tout le monde de la même façon. Ouais, Et ouais. ça, je trouvais que c'était Il n'y incroyable. avait pas encore vraiment Internet en plus. Hein. C'était pas. Enfin, il y avait Internet, mais c'était pas aussi développé que ça l'est aujourd'hui. Mais je suis tombé malade hein, à faire ça, à faire le ouf comme ça. Hein. À un moment, j'ai fait un. Mais c'était incroyable ta façon de. Ouais, c'était dur. T'arrivais à J'étais obligé t'adapter d'arrêter. à tout le monde comme ça. C'était quand même. Je suis resté 13 ans, Incroyable. j'étais obligé d'arrêter. 13 ans dans ma salle, j'étais obligé d'arrêter. Sinon, j'aurais pu. Je suis tombé malade. Hein. J'ai somatisé. En fait, j'étais beaucoup de stress. Mais t'arrêtais pas. Bah, C'était j'arrêtais pas incroyable. et surtout, j'avais un gros loyer. Il fallait rentrer l'oseille. En fait, j'étais en stress en permanence, quoi. Et tu penses que. Parce que tu étais très dur, je te voyais avec Johan, tu étais très dur. Ouais. Vraiment très dur. Tu penses que cette dureté, elle vient du fait de là où tu as grandi, les 4000, de l'éducation de ton père qui était dur avec toi? Non, c'est encore une citation. Je regarde à la télévision un mec qui s'appelle Georges Carpentier, qui a été un des plus grands boxeurs français en avant-guerre, qui est un phénomène et qui sort une phrase qui dit « Lorsque tu rentres dans une salle, pose-toi la question si tu es capable de souffrir. D'accord. Si tu n'es pas capable de souffrir, viens pas casser les couilles, en gros. En gros, laisse tomber. » Et la boxe, c'est souffrance. C'est de la souffrance en permanence. C'est la souffrance à outrance. À outrance. J'aime bien. La boxe, c'est que de la souffrance parce que c'est que du physique et c'est que du mental. Il faut que ton mental, il suive ton physique tout le temps. Et tu penses qu'en plus de ça, il faut une sensibilité artistique pour faire ce que tu fais? Parce qu'il y a plein de coachs qui n'ont pas ta sensibilité artistique. Et ils n'ont pas cette beauté du geste. Non, je pense pas. Je suis désolé, hein. Je pense pas. D'accord. Je pense que eux, ils ont une approche de la boxe qui est sportive. D'accord. Moi, j'ai une approche de la boxe qui est martiale, qui est philosophique. D'accord. Moi, j'ai une approche de la boxe qui est. Non, mais attention, c'est bien l'approche de la boxe. C'est deux sportive. approches différentes. Oui, c'est deux Ce que t'expliques, c'est qu'il y a pas mieux deux approches ou pas différentes. mieux. Moi, j'ai une approche de la boxe, elle est philosophique, elle est poétique, c'est une approche. Je dis toujours à mes élèves, moi, avec moi, vous n'allez pas apprendre la boxe. Ah bon? Non, vous allez devenir des boxeurs. Parce qu'un boxeur, c'est dans l'attitude, dans la manière, comment il se comporte, comment il se place, comment il se déplace, comment il boxe, comment il ceci. Moi, c'est pas gauche, droite, loqué. T'as bien vu, c'est pas ça. Ouais, j'ai bien vu. C'est plein de choses. C'est les émotions, c'est travailler la respiration. Essayer de comprendre une chose, c'est que la patience, elle joue en ta faveur. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Moi, je vois pas la boxe comme je vois ça plutôt comme une création, artistique, comme tu l'as dit, mais surtout philosophique. D'accord. La boxe, c'est philosophique. Et la boxe, elle est humaine. Donc,
La boxe, c'est un art qui a été créé par l'humain. Donc, il faut qu'il y ait une harmonie entre cet art et l'être humain. Donc ça, c'est ta vision de la boxe. Bien sûr. Ce qui fait qu'il y a Ouais, mais il y a un c'est- côté artiste dans ta boxe qui est, Oui, qui est indéniable. ouais, sûrement. Moi, c'est dans le rythme. Le rythme, il y a un côté musical dedans, tu sais très bien. Bah oui. C'est binaire, c'est Bah, on arrive chez toi, avant que le cours commence, il y a de la funk toujours. La base. Obligé, la base. Maintenant, je vais te poser des questions boxe taille. D'accord. À l'époque, Oui. on va dire que le vrai champion du monde de boxe taille, c'était le champion du Raja ou Longpini. Oui, bien sûr, à l'époque, bien sûr. Dans les années 80, 90, 2000, bah oui. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, pour... Excuse-moi, je te coupe. D'accord. D'une catégorie à l'autre, parce qu'après, passer les 66, 67 kilos, il n'y a plus en Thaïlande. Hein. Ouais, il n'y a plus. Voilà. Là, c'était le K1 Dynamite à l'époque, Oui, avec voilà, Jérôme c'est Le des trucs comme Banner, ça, c'était ouais. ça les Ouais. vrais champions. Dans le poids lourd. Et dans les petites catégories, c'était Raja et Longpini. Aujourd'hui, tu dirais quoi, avec toutes ces fédérations et tous ces champions du monde qu'il y a de plein de fédérations différentes, pour toi, quel est le vrai champion du monde de boxe taille aujourd'hui? Quelle est la fédération reine? Moi, j'aime bien Channel 7. D'accord. Channel 7, c'est un petit stadium qui est à Bangkok, qui existe depuis des années, des années, des années. Et là, tu as du très, 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 très lourd. C'est la première fois qu'il y a un Français qui décroche une ceinture là-bas. D'accord. C'est la première fois. Donc pour toi, le Channel 7, Ouais, c'est le vrai champion du Ouais, monde. Lumpini, j'aime plus trop. Je trouve que tu te fais chier. Et le Raja, c'est devenu un petit peu une boîte à touristes pour Chinois. Et C'est le, pas méchant. et le One FC, tu penses Je pas? suis pas très fan du One FC. D'accord, parce que c'est les petits gants. Non, mais c'est bien, hein, attention. Mm. Parce que moi, il y a mes potes qui arrivent, les Japonais. Et Ouais. et la moitié des boxeurs japonais, c'est des mecs que je connais. D'accord. Donc, moi, j'aime bien le One. Hein. Mais si tu veux, si on parle Muay Thai, ouais, et puis il y a encore des petits stadiums qui tournent en Thaïlande où il y a t'as des stadiums, le Penchbuncha, et puis dans le nord, et puis dans le centre, et puis à Bangkok aussi. Mais le Channel 7, moi, je suis fan. Ok. Je suis abonné. D'accord. Je suis abonné à la chaîne. Je regarde les combats. Et c'est du Muay Thai, quoi. C'est Channel 7. Channel 7, C'est le ouais. champion Channel, du monde. ouais, 7, Channel 7. Ok, d'accord. Maintenant, je vais te poser une autre question. Pour moi, excuse-moi. Pour moi, la meilleure compétition qui existe actuellement, il y en a, à part Channel 7. Bon, le Raja, il y a aussi il y a des beaux combats. Hein. Lumpini, des fois, c'est sympa, mais c'est trop loin, c'est une galère. C'est le Japon. Pour moi, les numéros 1, au niveau de l'organisation, c'est les Japonais. D'accord. Ils ont le knockout. Le knockout, c'est extraordinaire. Ça démarre à 17h, ça finit à minuit et 1h. D'accord. Gros événement de Muay Thai aussi. C'est toujours Japon, Thaïlande, Cambodge, Corée, tout ça. Ok. Tu as le shootboxing, c'est extraordinaire, c'est des organisations. Tu as le Rise et le Rising. D'accord. Moi, j'ai vu ça, hein, j'étais au Caraquanol. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Puis attention, hein, t'as le numéro 2, le numéro 3 du Lumpini, du Raja qui va boxer là-bas. Hein. Il y a des vraies têtes. Hein. Ok. Donc là, maintenant, je vais te poser une question qui est un peu particulière. Comment t'expliques qu'en Muay Thai, en France, vous avez réussi à avoir autant de champions du monde et autant de légendes, alors qu'en MMA et en Jiu-Jitsu, on n'a pas réussi ça? Alors, MMA, c'est Il y parce a que... une championne du monde, Ouais. c'est une femme, qui Ouais. s'appelle Laurence Cousin. Ouais. C'est la seule championne du monde de Jiu-Jitsu brésilien qu'il y ait eu. Et en MMA, on n'a pas eu de champion encore. Comment t'expliques Alors, le ce- MMA, c'est récent, entre guillemets, c'est récent en France. Enfin, je veux dire que... Non, mais Attends. t'as pas compris. On a légalisé le MMA il y a très peu de temps. La boxe thaï, faut pas oublier une chose, c'est que nous... Parce qu'il y a un niveau monstrueux, il y a plein de champions du monde. Je vais Vous avez t'expliquer. formé Oui, plein de mais champions. je vais t'expliquer. C'est D'accord. simple. La chance qu'on a eue, c'est qu'à la fin des années 70, au début des années 80, il y a eu des Thaïlandais qui sont venus en France s'installer. Il y a eu Krongsak, il y a eu Samsung, il y a eu Atapong, il y a eu Kyozot, il y a eu... Ah, j'ai c'est oublié- intéressant, ça, c'est super intéressant. Bien sûr. Et il y a- Comme les Brésiliens qui sont partis s'installer aux États-Unis. C'est pour le exactement jiu-jitsu. la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a un niveau de malade Alors, aux États-Unis en Jiu-Jitsu. et c'est ce que je t'ai dit, à la fin des années 70, quand j'étais chez Roger Pachi, tu avais des réfugiés cambodgiens. Des réfugiés, c'était ou des soldats ou des réfugiés, des malheureux. Et dedans, tu avais des boxeurs, mais des grands boxeurs. D'accord. Donc, tu avais Xang Duneban. Mais Xang Duneban, moi, je ne savais pas que c'était un grand champion. Jusqu'au jour où je l'ai vu boxer, il m'a pris sous son aile et tout. Et puis, tu as Our, et puis tu avais Hai, tu avais Sonsai, tu avais Dem Kao. Tu as Poutpatnoy qui est arrivé en 79 en France. Poutpatnoy, c'est une légende. Il a formé, entre autres, une bombe de mecs qui s'appelle Guillaume Kerner, l'ange blanc. Donc, Bien sûr, nous, Guillaume on a eu cette vague d'immigration qui venait de Thaïlande, de champions qui sont arrivés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a copié sur eux. Tu nous as donné l'explication.
Bon, en tout cas, j'espère qu'on y arrivera au même niveau Ça en va arriver MMA parce que et en ça jiu-jitsu. va arriver. Moi, j'ai parlé avec Cyril Diabaté. Il m'a dit qu'il y a un vivier Ah ouais. en Ile-de-France. Parce que- C'est Et phénoménal. le niveau en jiu-jitsu, il est exceptionnel. Mais ils sont forts, les mecs. T'as des sensei comme Mako, Olivier Mikaleshko qui sont monstrueux, 6 Ouais. fois champion d'Europe. Et je pense qu'on va finir par avoir Mais un bien sûr, moi, champion du monde. ben, c'est normal, ça va venir. Donc, autre question boxe. Maintenant, pour toi, tu vas avoir du mal à répondre à cette question. Qui a été ton élève préféré en tant qu'élève sur le tatami, sur toute ta carrière? L'élève le plus discipliné, le plus assidu que tu aies eu? Chano. Skarbowski. Attention, Johan Fauveau aussi, le banner aussi. J'ai eu Christophe. Les mecs que j'ai eu, Abderrahim aussi. Je me rappelle Abderrahim, à chaque fois, il m'embrassait sur le front. Merci André, je t'aime et tout. Et Non, le plus fou, qui s'arrête pas jusqu'à la mort. Tu lui Johan- dis frappe le sac jusqu'à Johan qu'il Fauveau. Fauveau. Mm. Ok. Ouais. Maintenant, question plus personnelle. Ouais. Qui a été pour toi ton élève préféré en dehors du tatami? Ton élève de cœur. Parce que l'élève, moi je le dis dans mon livre et je le dis aussi dans les interviews, Jeannot, ça a été la plus belle histoire d'amour. D'accord. Ça a été ma plus belle histoire d'amour. Donc c'est Skarbowski. Skarbowski. Et Skarbowski. en dehors, Johan, j'aimais bien Johan. D'accord. On a fait beaucoup de trucs, on a fait des anniversaires ensemble, on est sortis ensemble. Mon fils, il dormait chez lui, enfin, tu vois, avec son chien. Enfin, non, il y a eu, tu sais, c'était très très drôle. C'était hyper drôle. Non, franchement, on s'est fait des sorties de ouf. On a bien rigolé. Franchement, j'allais chez sa sœur et il venait me chercher en voiture, il me ramenait. Non, c'est super gentil. Donc Johan et Jean-Charles. Ouais, puis il y a Jérôme aussi. Mm. Jérôme, je dormais chez lui et j'allais au Havre. D'accord. Jérôme, on rigolait. Non, non, j'ai oublié. Jérôme, je partais au Japon avec lui plein de fois, 4-5 fois. Enfin, bon, tu vois. Non, Ok. non, c'est bien. D'accord. Alors par rapport à Johan, ça, je vais enchaîner sur Vas-y, cette Johan question Fauveau. par rapport à ce que tu as dit sur Johan. Johan Fauvex. Il y a eu une histoire brisée entre toi et Johan. Bien sûr. Parce que toi et Johan, pour nous, c'était Mickey et Rocky, quoi. Ouais. Est-ce que tu es prêt à parler de ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qui a fait cette rupture? Parce qu'on sait très bien que le Fauveau avec André et après André, c'est pas le même. Ouais, enfin, il a fait quand même, il a fait des petites choses quand même. Après, Il a fait, Ah, mais il a- c'est pas le même. Il avait Oui. pas la même niaque. Mais c'est normal parce qu'il a démarré avec moi. Parce que mais- vous étiez vraiment fusionnels. Oui, mais c'est toujours pareil avec Jeannot. Qu'est-ce qui aussi. s'est passé? Avec Jeannot, on était fusionnels. Quand c'est fusionnel, tu sais, je dis toujours, c'est comme une histoire de famille ou c'est comme une histoire de couple. Tu t'embrouilles, ça se brise et puis ça se remet ensemble. Et ça Qu'est-ce se qui parle s'est passé? plus. Dis-nous ce qui s'est passé. Non, vraiment. Johan, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à monter. Hmm. Il a commencé à briller. Et le fait de briller, je pense qu'il a pris la grosse tête. D'accord. Et il a dit à tout le monde ceci, cela. Mais en fait, c'est moi qui l'ai viré de la salle. Je lui ai dit, je veux plus te voir à la salle, va-t'en. Bon, il a continué à s'entraîner avec Hichem, avec Chiki, tout ça. Et avec Olivier Pédardeli, qui était mes élèves, tu vois. Donc, il a continué à faire des trucs ici et là. Il a réussi des trucs. Il a quand même ramené un titre de champion du monde, quand même, Ouais. après. La ceinture Isca. Ouais, c'est pas mal quand même contre Ouais. Jordan, j'ai oublié son nom en anglais, là, qui était très fort. Non, il a fait des combats de ouf quand même. Il a fait de l'anglaise, il a pratiquement jamais perdu en anglaise et tout. Non, il a fait des trucs de ouf. Je pense que si on était restés ensemble, je pense qu'il aurait pu même aller chercher une ceinture de ouf. Moi, je pense que ça aurait été plus. Ouais, bon, il C'est le sûr. sait, il le sait. Puis moi aussi. Ensuite, il est Mais revenu tu vers penses moi. pas que tu as été trop dur avec lui? Non, mais moi je regrette pas. Mais non, parce qu'il sait qu'il a déconné. Je lui disais toujours, t'as pas besoin de marcher sur ma tête pour que ça marche. On marche côte à côte, on va ensemble. T'as pas besoin de m'écraser la tête. Ce que t'as envie de faire, on va le faire ensemble, t'inquiète. Mais il le sait, hein, il le Tu sait. penses pas qu'on lui a empoisonné la tête à un moment? Non, par il les est, gens non, il est très C'est intelligent. lui qui a pris la grosse tête. Johan, il est très, très, très intelligent. Il aime bien s'entourer. Tu t'as vu, il s'entoure. Non, il aime bien. Je pense qu'il a pris la grosse tête parce qu'il est jeune aussi, hein. Parce qu'il brille, parce qu'il passe à Canal+. Il va au McDo, on le reconnaît. Il marche dans la rue, on dit ouais, je t'ai vu à la télévision hier. Ouais, lui là, il est comme un ouf. Bon, c'est normal, tu vois. Il brille aussi, il est jeune. Il revient quelques années après, je l'accepte. Il y en a plein qui me disent non, le prends pas. J'accepte. Il y en a plein qui me disent le prends pas. Je le prends. Il rencontre Seti Chai, le chirurgien, le Thaïlandais, le grand champion thaïlandais. C'est Jeannot qui organise. D'accord. Jean-Charles organise le Best of Siam. Et ça, c'est à Carpentier. Je crois que c'est à Carpentier ou à Bercy. Je sais plus où c'est, bref. Et il rencontre Seti Chai, il perd. Il D'accord. perd à la deuxième reprise. Ensuite, on propose un combat de ouf contre Jimmy Coulibaly.
D'accord. Un super gala. Et là, je sais pas, il me ramène des mecs. Alors, Johan Fauveau, les patrons du Maccabi, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, tu veux pas donner des cours au Maccabi? Je dis, non, je peux pas, j'ai ma salle, moi. On n'était pas loin, tu vois. Ouais. Je dis, j'ai ma salle, je peux pas donner des cours. Il me dit, je connais pas quelqu'un. Je dis, moi, j'ai quelqu'un qui veut donner des cours. Johan. Je pars avec Johan au Maccabi, je présente Johan Fauveau à Franck et au patron du Maccabi. Je sais plus comment il s'appelle, un monsieur très sympa d'ailleurs. Ok. Les deux très sympas, le Maccabi qui démarre, hein, ça commence à marcher un petit peu, mais pas, tu vois, pas comme aujourd'hui. Ah, je me rappelle, j'étais passé voir Johan là-bas une fois. Ah bah tu vois. À l'époque, au début. quand Et je il dis était- à Johan, si tu veux, tu peux donner des cours. Merci André et tout. Moi, je pouvais pas donner des cours. Je peux pas donner des cours à République alors que je suis à République, tu vois. Puis j'ai ma salle, moi. J'en ai assez comme ça. Et donc j'emmène Johan là-bas. Donc tu vois, c'est normal, tu vois, on s'aide. Et puis il revient. Et quand il revient, un jour, il fait l'entraînement. 2-3 jours avant le combat contre je sais plus contre Jimmy Koulibaly, il ramène des mecs du Maccabi qui s'assiedent dans la salle, au fond, tu te rappelles, au fond, et les mecs, ils leur donnent des conseils. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Tu rentres pas dans une salle, même moi, je vais dans une salle où il n'y a même pas de champion, je ferme ma gueule, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas aimé. Il me dit, ouais, au fait. Au Maccabi, t'as pas aimé? Non, je sais pas, c'est des mecs, je sais pas qui c'est qui l'a ramené, je me rappelle plus les noms. Et je dis à Yohan, il me dit, ouais, il y en a deux, je les veux dans mon coin. Je dis, non, c'est Chiki, Hichem et moi, comme d'habitude. Bah ouais. Il me dit non, c'est comme ça, tu sais, il commence à décider et tout. J'ai dit, tu sais quoi, ton combat, tu te le mets dans ton cul. Je l'ai planté 2 jours avant. Donc là, il y a eu rupture totale entre toi Rupture et- totale. J'ai dit, plus jamais tu viens dans ma salle. Déjà, Chiki, il n'était pas chaud, qu'il revienne, parce qu'il l'avait planté, il l'avait donné rendez-vous devant le Valois, il n'est jamais venu, il l'avait pas prévenu. Et aujourd'hui, votre relation, elle est comment? Non, ça y est, ça, il a 40 ans. Ouais. Un jour, je vais le Aujourd'hui, voir. vous êtes amis. Mais on a toujours été amis. Tu sais, un jour, il boxe, il y a quelques années en arrière, je ne sais plus il y a combien de temps, il boxe en K1, il boxe à Coubertin. Et c'est Daniel Alouche qui repose en paix, qui le présente. Il fait un match nul et Daniel Alouche, il m'appelle et dit, voilà, son entraîneur avec qui je suis arrivé, je suis monté sur le ring, je l'ai embrassé. J'avais été le voir dans les vestiaires avant, je suis yo-yo, je suis avec toi. Quand il boxait en anglais, j'ai envoyé des messages. Je lui ai dit, rappelle-toi, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là pour gagner, il y en a un qui est là pour résister. Sois pas celui qui résiste, toi tu dois être celui qui gagne. Donc T'as ça envie de reste gagner. une belle histoire. Il Oui, fait partie de- bien sûr, mais dans mon livre, j'ai marqué, hein. Bah bien sûr. Bah ouais. Bon, je vais te poser encore 2 questions, Muay Thai, et après je vais te montrer quelques photos sur des D'accord. moments importants de ta vie, All right. et tu me diras un petit mot dessus. Je sais pas pourquoi je dis en anglais. Pour toi, Ouais. le meilleur Nak Muay de tous les temps. Ole Kiatwanwe. Ok, d'accord. Pour moi, il y a pas. Il y a Samad derrière, il y a plein de boxeurs. Hein. Ok, Il y a Tchemopet, tout ça. Ole Kiatwanwe, avec Jeannot, on va essayer de le ramener en France cette année. d'accord. Il va venir habiter à la Ok. maison. Je crois que lui et moi, on va. Non, je rigole. Ole Kiatwanwe, c'est. Alors, ça veut pas dire que c'est. Il a ramassé quand même 2-3 ceintures du Ouais. Lumpini en 90. Hein. Tu vois le délire. Mhm. C'est surtout c'est qu'il a créé un style de boxe. Ok, Ole Kiatwanwe. ok. Maintenant, le meilleur Nak Muay français, ancienne génération, et le meilleur Nak Muay français de la nouvelle génération. Jean-Charles. Jean-Charles. Ouais. Ok, d'accord. Et, Ouais, il a nouvelle... tout, hein, il a tout, Jeannot. et nouvelle génération? Nouvelle génération. Là, maintenant, là, Nabil, il boxe au One. Il est franco-algéro-thaïlandais. D'accord. J'adore ce mec. Il parle 3-4 langues. Il est très grand. Il bat tous les champions thaïlandais. Il vient de taekwondo. Sa mère est thaïlandaise. Son père est franco-algérien. Il s'appelle Nabil. Il s'entraîne au Venom Team D'accord. avec Mehdi Zatou. Ok. Et j'adore ce mec. Maintenant, je vais te montrer des photos de moments qui te tiennent à cœur dans ta Clé. carrière. Mais on va commencer Par- par le livre qui arrive. Ouais, D'accord? ça. Donc, achetez-le sur Amazon.fr, le livre d'André. J'espère qu'il va Merci. être un peu partout. Fnac Ouais, aussi, ouais. partout. Vas-y, ça va être partout. Ouais. Donc, Bah, il va sortir. donc Voilà. il va sortir bientôt. Donc, je te laisse faire la présentation du livre. Alors ça, c'est une dinguerie du cœur. D'accord. C'est en fait, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais pourquoi j'ai écrit un livre? Dis-nous. Je voulais pas écrire un livre sur mon histoire. Tu sais, c'est un peu relou. Genre, je suis né là, j'ai commencé ici. Je fais un peu ça dedans. De toute façon, tu l'as fait maintenant, là, dans le podcast. Non, mais un livre, c'est relou. Tu sais, tu vas sur Internet, tu cherches teamzetoun.fr et quand tu ouvres mon site, il y a un bout de moi dedans, il y a mon historique. Voilà, ça y est, c'est bien. D'accord. Ça, c'est pas pareil. Ça, moi, j'habite à 300 mètres du gymnase Japy. Tu connais le gymnase Japy? Bien sûr. J'habite à 300 mètres et pour moi, c'est le plus bel endroit au monde. C'est le plus grand lieu saint. C'est les murs de lamentation pour moi de la boxe. D'accord.
Quand je vais à Japy, un jour je vais à Japy, comment ça s'appelle, le gardien, c'est un mec que je connais, il me connaît, ça va, c'est tout, et tout. Et je dis, je peux rentrer 2 minutes? Il dit, ouais, vas-y, vas-y. C'est ouvert, mais il n'y a personne, tu vois. Et à chaque fois que je vais à Japy, j'ai des émotions, j'ai envie de pleurer. Je te jure, sur la tête de mes gosses, j'ai envie de pleurer. Mais vraiment, j'ai des émotions qui sont très, très, très fortes. J'ai été 123 fois à Japy, en tant que boxeur, entraîneur, coach, arbitre, juge, démonstration, tout. Et je me suis assis dans les gradins, et j'étais là, j'ai fermé les yeux. Et là, c'est une émotion qui a envahi mon cœur et mon âme. Et là, je me dis, putain, c'est le plus bel endroit au monde. Et c'est là où tu t'es dit, il faut que j'écrive Il ce livre. faut que je parle de ça. Et j'ai fait cette dinguerie. Je suis super content de l'avoir fait. C'est une grosse galère parce que j'ai mis 13 mois. Je me couchais à 4h du matin quand même parce qu'il faut que je bosse aussi à côté. Ah, tu l'as écrit tout seul, t'as pas pris un script? Ah, jamais de ma vie, tout seul. On m'a dit, ouais, va sur ChatGPT. J'ai mis 3-4 phrases sur ChatGPT. Il me les a sorties. Je dis, mais c'est pas moi ça. Je dis, non, non, C'est non. fort ça. Non, j'ai Parce écrit. que j'ai des potes qui ont écrit des livres, Ouais. et ils ont pris des scripts. Ah non, j'ai fait T'as tout tout écrit tout seul. seul. Et j'ai fait même la mise en page tout seul parce que je voulais faire ma mise en page Alors à j'ai moi. vraiment hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire. Mais c'est Allez l'acheter vite, il va sortir bientôt. Donc à l'heure où je vous parle, normalement, là, il a déjà dû sortir. Donc j'adore la couve. T'aimes pas et la la couve? couverture, elle est vraiment magnifique. Donc on va passer à la prochaine photo. Ah ouais, Sompong Donc, Jim. Songpong Jim. Ça, c'est la première fois que j'arrive en Thaïlande. Thaïlande. T'as vu comment je suis? Regarde ce corps de Affûté. Ouais, j'ai un corps de lâche quand même un peu. Hein. J'ai un corps de. Ça manque de protéines un petit peu, mais J'ai encore on de- sent que t'en veux. J'ai un corps de garçon qui lui manque des choses dans son corps. T'as vu le Sompong comment c'était? Ça, c'est à Bangkok. Regarde le sol, Ouais, une regarde, galère. par frère. terre, pas de tatami, Ah, non, non, mais ça le l'ancien. bitume. T'as les mômes qui passent derrière toi avec la mort. Tu sens que ça à la dure. Mais ça, c'est ça le Muay Thai. Regarde le camp. Ah, Et ça, c'est dans un quartier de Bangkok. C'est à côté de Chatuchak. On est bien imprégné dedans là. Deuxième photo, ça Ah, c'est ça, toi, c'est au Jockey Gym, Jockey Jim. qui a été racheté par Jeannot, qui s'appelle le Skarbowski Gym. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est en 2000. Ah ouais, ça, c'est incroyable ça. Ouais, c'est en 2000. Et là, tu sais quelle heure qu'il est là? Non. Là, il est 5 6 heures, 6 heures. 6 heures du matin. 6 heures du matin. Regarde, je regarde la tête déglinguée que j'ai. Éclaté. J'attends Jeannot. Et je vais lui faire du PAO pendant de ouf parce que je le prépare. Il doit boxer au Renault. D'accord. Ok. Donc là, on passe à la prochaine photo. Donc ça, c'est toi. Ça, c'est l'année dernière avec Jean-Charles. Et on partait faire un Jean-Charles. stage. Ok. Voilà. Et là, putain. Le gymnase Japy. Tu sais ce que je fais? Non, mais je te jure, tu vas me prendre pour un dingue, les gens ils vont me prendre pour un dingue. Tu sais, je fais un truc qui n'existe pas normalement, que les gens ne font plus. Je dois être la seule personne qui passe devant Japy et qui prend encore des photos. Je prends des photos, c'est toujours les mêmes. Et tu sais qu'il n'a pas bougé depuis 1873. C'est le plus bel endroit au monde pour moi. Il y en a qui parlent du Lumpini, le stade Maracanã. Moi, regarde comment elle est pas belle cette bâtisse. Elle est magnifique. J'adore, merci. Ça, c'est une photo qui me. Ah, j'adore. Ah, elle fait vraiment l'ancienne avec les briques apparentes comme Mais ça. attention, hein, on a quand même parqué les Juifs ici en 1940 hein, Ah ouais. pour les emmener à Auschwitz. Hein. Tu vois aussi, il faut pas oublier ça. Hein. D'accord. Ok. Bon. Ah bah tu vois, mais c'est une bâtisse qui, au niveau boxe, si tu savais qui c'est qui est venu s'entraîner ici, tu crois même pas. Juste s'entraîner. Hein. Il y a des grands champions. Je crois que Tyson il est venu faire une petite exhibition ici. Non, mais imagine le délire. Japy, frère. Japy. Le gymnase Japy. Donc- 300 mètres de chez moi. Donc énorme histoire de cœur ce stade. Ah non, mais ça pour moi, c'est Ok, c'est la base. C'est la base. C'est Ce tous qui mes t'a amis. inspiré pour écrire ton livre. Puis, il n'y a pas que ça, c'est qu'ici, moi, il y a des gens qui parlent de famille, de groupe, de gang, tout ça. Moi, j'appelle ça la communauté de la boxe. La D'accord. communauté de la boxe thaï. Tous mes amis du Muay Thai, on se retrouvait ici. On sortait de là, on allait manger ensemble à minuit, 1h du matin. C'est la base. La famille Muay Thai. La famille Muay Thai. Elle part de là. Mais bien sûr, Japy, frère, c'est Japy. C'est... Ok. Bon, on passe à la prochaine photo. Ah, ça, c'est... Ça, c'est toi aujourd'hui. C'est il y a quelques mois. C'est mes petits choux, ils ont 5 ans. Ça, c'est mes petits choux. Et je dis toujours... Chose que tu faisais pas à l'époque, les Non. enfants. Ah, j'avais fait à une époque les enfants, après j'avais arrêté, c'était trop dur. Et je me dis, tout ce qui n'est pas transmis est mort. Donc je me dois de transmettre ce que moi je connais aux petits qui sont demandeurs. Et je les aime tellement. Tu sais, ceux-là, là, tu sais comment ils m'aiment? Non, mais moi, tu sais comment... C'est pas genre, je les aime vite fait. Ah, j'ai vu les vidéos. Non, mais je les aime de ouf. Ils courent sur On le tatami, s'attrape, sur toi, ils c'est t'attrapent. des câlins, c'est des trucs. Quand ils viennent, André, c'est un truc de Bien ouf. sûr. Et je les aime de ouf. Par contre, je suis dur avec eux. Hein. Ah non, je suis sans pitié. Mais je les aime de ouf. Et puis j'adore ce. Regarde comment ils sont beaux, ils sont magnifiques.
Ils sont trop C'est mignons. des petits oufs, je les adore. Des petits nakmoy. Oh, je les adore. Photo suivante. Oh, bah ça, les bonheurs de ma vie, ça. Il y a mes enfants, puis il y a elle. Bon, bah. Alors, elle s'appelle Rose. Elle a 9 ans. Et elle, cette année, elle est rentrée au CP. Elle s'appelle Erin. Et c'est les. Je ne vais pas te mentir, hein. C'est les personnes que j'aime le plus au monde dans ma vie. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut. C'est les filles de ma fille. D'accord. Et tous les 2 mois, on La part. grande, la plus grande. Ouais, la plus grande, bien sûr. Tous les 2 mois, je les prends en train et on passe un week-end ensemble, que elle et moi. D'accord. Ni leur mère, ni personne. Je passe un moment, quand je rentre chez moi, j'ai le cœur lourd, parce qu'elle me donne beaucoup d'amour. Là, c'est moi qui les ai pris en photo. Photo suivante. Ah, bah Jérôme. Jérôme, bah là, je l'ai eu. Je l'ai eu il y a 2-3 jours pour mon livre. Il me fait de la pub, c'est super gentil. Je lui dis merci beaucoup, Jérôme. Il m'a dit, écoute bien cette phrase. Il m'a dit, s'il y en a un qui le mérite, c'est toi, Sensei. Ah, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Elle est pas belle, cette photo. Qu'est-ce qu'on a Et rigolé. c'est incroyable parce que tes élèves, ils te considèrent vraiment comme un deuxième père et ils te lâchent pas. Quoi. Ouais, et en même temps, il y a beaucoup d'embrouilles parce que, tu sais… Mais tu veux que je te dise, il n'y a pas ça dans le jiu-jitsu. Il y a un peu ça maintenant dans le jiu-jitsu. En France, au Brésil, il y avait ça beaucoup. Mais il y a moins ça. Les mecs qui passent de club en club, Ouais. ils n'ont pas le respect de leur père. Et j'ai remarqué qu'en boxe thaï, il y a vraiment ce truc du Ouais, bien coach. sûr, bien sûr. Tu vois. Mais dans Et plein de c'est clubs. peut-être Hein. aussi pour ça. Mais dans plein de clubs, Et à pas ce que moi, moment-là. pas que moi, pas que moi. Ouais, pas que toi. Non, moi je connais plein de J'ai profs, remarqué qu'en ils ont boxe, ouais. en France, il y a comment dire, ce truc avec le coach. Cet état d'esprit. Cet état d'esprit Ouais, avec ouais. le coach qui a moins dans les autres arts martiaux. Que Mais malheureusement, c'est vrai il y ce a- que tu dis, il parce y a- que moi il y a j'ai moins en encore des France. élèves qui sont avec moi depuis 30 ans. C'est ça qui est Hervé, incroyable. Chiki, t'as connu Hervé, Chiki, Fabien, j'ai même Julie qui a été championne de France. Julie qui est dans mon livre. Julie, cette année, ça fait 23 ans qu'elle fait de la boxe avec moi. Mais c'est pas comme si elle en faisait de temps en temps. Ça fait 23 ans qu'elle Ouais, tu vois. elle s'entraîne avec moi et elle fait partie de ma famille. Bah ouais. C'est quand je vois Manon, elle a fait 15 ans de boxe avec moi, je l'ai emmené boxer en Thaïlande, elle a gagné. Manon, elle m'a envoyé un message la semaine Ah, c'est dernière, ça qui est elle m'a dit, incroyable. elle m'a dit, André, tu te rends pas compte comment tu changes la vie des gens. Je dis, c'est pas moi qui change la vie des gens, c'est la boxe qui change la vie des gens. Et je suis juste là, je suis juste les bras de la boxe, moi, je suis juste, tu vois, le cœur de la boxe, c'est tout. Bien dit, André. Photo suivante. Ah bah ça, frère, c'est… Tu vois, t'as la famille, t'as tes frères et sœurs, ça fait partie de ton sang. Et puis là, t'as la famille. Et puis là, ici, tu vois, t'as un juif, t'as un catholique, t'as un musulman et t'as un français qui se considère rien. Et pourtant, il y a un de ses petits-fils qui est musulman de ouf et une de ses filles qui habite à côté de Jérusalem. Ici, c'est ma vraie famille. T'as le grand champion, il s'appelle Joe Prestia, Sam Berandou et Marc Guérin. Eux, c'est mes frérots. Moi, je suis… C'est ton clan d'amis. C'est ton noyau dur d'amis. Non, je suis le petit frère d'eux, moi. D'accord. Moi, je suis le petit frère. Ok. 65 ans, 74 ans. Et moi. D'accord. Ça veut dire que eux, ça veut dire que toi, quand tu marches dans la rue, tu as des petits, tu les regardes comme ça. Moi, quand je parle avec eux, même s'ils sont pas plus grands que moi, je les regarde comme ça. Tu vois le délire? Parce que pour moi, c'est des belles personnes, c'est des belles âmes, D'accord. c'est des âmes pures. Et je reviens de Sicile, chez qui j'étais, avec eux. C'est comme ça que ça se passe. Bon, nous, boxe, la bouffe, D'accord. le kiff, et je les aime, mais plus que du fond du cœur. Par exemple, un jour, on a été interviewé avec Joe. On m'a dit, pour Joe ou Sam, tu serais capable de faire quoi? Tout. Mais faire des trucs, oui. Mais tu ne regretterais pas? Donc ça, Bon. c'est ta deuxième famille. Ah ouais, ça, frère, là, c'est du béton, ça. Ok. Et puis, je les aime de ouf. Et puis, attention, hein, t'as vu c'est qui, quand même, hein? Bah ouais, Joe Prestia. Ah, voilà. Et puis, Sam Berando et Marc Guérin. Le combat avec Ramon Decker, on s'en 2 rappelle fois, et tous. Samsung. Pouf, c'était… Non, mais c'est mes frérots. Je l'ai eu il y a 2 jours. Alors, je t'explique juste pour la petite histoire. Il y a sa fille qui boxe très, très bien. Ah ouais, il a une fille qui boxe. Mais D'accord. c'est terminé. J'ai décidé de m'en occuper. Moi, je vais revenir sur le devant de la scène. Je lui ai dit, Alors écoute-moi ça, bien, ma c'est une chérie. grosse annonce, ça. Voilà, je la vois samedi bientôt. Avec son père, on va s'en occuper. Je lui ai dit, adieu, laisse-moi faire, s'il te plaît. Quoi, tu reviens sur le devant Pour de la elle, scène avec les juste pour combattants elle, pro. parce que je veux qu'elle décroche un titre. Tu sais pourquoi? Elle a tout. C'est juste que c'est un peu une casse-couille. J'ai dit, cette année, tu décroches le titre de championne de France classe A pro. Ça veut dire, c'est pas genre les petits combats à gauche, à droite. Parce que la dernière fois, la boxée, j'ai pas pu y aller, je devais y aller, je suis pas allé.
Je dis, cette année, tu vas faire 1, 2 combats comme ça. Tu t'inscris au championnat de France. Et à la fin, au mois de mai, juin, il faut que tu montes. Je veux la ceinture et tout. Avec son père, on est décidé. Je dis, par contre, il ne faut pas me casser les yeux. Parce qu'elle est dure. Je l'adore. Elle est dure comme son père. Bon, on va suivre ça Ah de ouais. très près. Kali, Prochaine elle s'appelle photo. Kali. Ah, ben ça. Hey. Dans mon livre, j'en parle. Hein. Tes enfants. C'est pas que ça. Tu vois, là, tu as 1, 2, 3 soleils qui brillent même la nuit, tellement que je les aime. Voilà. Ça, c'est mon fils Noam. Ma fille Léna, qui est connue, qui est chanteuse. Et ma fille Leslie, qui a une société. Moi, je me rappelle de ta fille Ah oui. Leslie qui venait t'aider à la salle. C'est la maman des petites. Regarde comment elle est belle comme tout, avec sa petite tête de jeune. Et lui, c'est une bombasse. Elle n'a pas bougé. Et lui, Et c'est lui, c'est le beau gosse, lui. Eh Il ben, faisait de la boxe, je me rappelle. Bien sûr. Il fait toujours. Non, il fait de l'escalade de ouf, mais il fait des D'accord. trucs de ouf. Et il a un super métier. Il habite à Vincennes. Il est bien. Et lui, il est en place. En fait, il est arrivé, il était développeur dans sa boîte. Il a cherché un boulot, je lui ai trouvé une boîte. Il cherchait un appartement, je me suis porté garant à Vincennes. Et je sais, mon fils, moi, je le connais. Tu vois, il va démarrer ici. Tu vois, mon fils, il va démarrer ici. Tu dois aller là. Lui, il démarre ici, il va aller là-bas. Ça veut dire c'est un jusqu'en boutiste. Il travaille dans une société. Il était développeur. Il est passé, je sais pas quoi, cadre développeur, je sais pas quoi. Il est passé. Maintenant, il est architecte développeur. C'est-à-dire que le mec, en 3 ans, il a passé des étapes. Attention, hein, il a une, comment ça s'appelle, il a une licence en mathématiques fondamentales et en physique quantique. Hein. C'est pas genre, tu vois, il est gaulerie et tout, tu vois, il est marrant et tout. Mais lui, c'est une tronche de ouf. Des fois, il me parle, j'ai l'impression d'être à l'étranger, tu vois. Je comprends pas. Des fois, je lui dis, qu'est-ce que vous dites, messieurs, dames? Je comprends pas. J'adore, je suis extrêmement fier de mes enfants. Et tu penses que c'est la boxe qui lui a donné une discipline comme ça dans le travail? Je pense que c'est l'amour qu'il a reçu de la part de ses parents. D'accord. Bien dit, André. Voilà. Donc là, maintenant, André, je vais te montrer des photos de combattants superstars qui sont les combattants les plus connus en France. Alors, c'est marrant parce que quand je reçois d'autres invités, je leur mets des légendes dans leur sport, Ouais. mais c'est des légendes internationales. Mm. Mais j'ai pas eu besoin de faire ça dans le Muay Thai Ouais. parce que vous avez produit des. Les Français. Tu sais qu'on était la Le deuxième niveau, meilleure nation. il est monstrueux. Tu sais qu'on a été la deuxième meilleure nation, on ne l'est plus. Voilà. Donc, Les j'ai pas- Japonais sont passés devant, il y a plein de pays qui sont passés devant. Donc, j'ai pas eu besoin de mettre des Saint-Chai, je sais pas, Ouais, tu ouais. vois, des Boicard. J'ai Ouais, ouais. j'ai pas eu besoin de En mettre France, il y ça. a du lourd. Donc, j'ai mis que des Français parce qu'il y a des vraies légendes, des vrais Et champions du j'adore, monde je te le dis tout de suite, j'adore les boxeurs français. Moi. et que toi et ta génération, vous avez produit. Donc là, je souhaiterais que tu me dises juste un mot par Ouais. rapport à chacun de ces Allez, combattants. vas-y, avec plaisir. Ou juste une pensée, tu vois, genre dur au mal, tu vois, Ouais. ce que tu veux. Vas-y. Un mot qui les définit. Bien Donc, sûr. Ce qui te passe par Ah la ouais, tête. mais en plus, je les connais, puis je les aime. Ouais, Kamel Chouaref. Kamel Chouaref. Lui, lui, 150 poumons. Le mec, il vient du Maroc. Ses parents, ils l'ont envoyé en France pour qu'il réussisse, miskin, tu vois, ce mec-là, c'est Un mot qui le définit ou une phrase. un exemple. Un exemple. Ouais. Ok, l'exemple. Chouaref, un combattant que Je l'aime de tout mon j'adorais cœur. regarder. Attention, c'est mon petit frère, lui. Hein, tu le sais, hein. On l'a gagné. Bah ouais, je suis ta chaîne et On en a gagné ils des. sont tous proches de toi et tu as gagné beaucoup de titres avec lui. Deuxième photo. Oh, Kamel Jamel. J'ai arbitré Jamel. son premier combat à Japi. Encore une fois, Japi. Kamel Jamel. Énorme combattant. J'ai arbitré son premier combat, il avait 12-13 ans à Japi. Quand je l'ai arbitré, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je vais voir son prof, c'est Eric Colette. Il s'entraîne à Rosny-sous-Bois. En plus, il est trop mignon. En plus, C'est une tunisien. machine de guerre. Je dis, mais c'est qui ce mec-là? Il m'a dit, ouais, je sais pas. Comme ça. Il fait 3-4 mois de boxe, il boxe. Il fait des trucs, des high kicks sautés. C'est un phénomène. Il habite à l'île de la Réunion, on est toujours en contact. C'est pas mon élève, hein. C'est mon petit chéri. Kamel, et puis tunisien en plus. Tunisien en Ah, plus. bah en plus. Donc on il y est a- parti pris. Ah, bah oui. Je Tu l'aime. définis comment? Le mot ou la phrase? Ah, le beau gosse de la boxe taille. Beau gosse de la boxe Parce qu'il est thaï. beau gosse en plus. Il a des enfants, mais tu sais comment il est beau gosse. Ok. Il sourit en tout le temps. Beau Moi, gosse je de la l'aime boxe vraiment. thaï. Ok. Ouais, Stéphane Nikema. Oh, Stéphane Nikema. Mister Genou. Mister Genou. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est le Mister Jason Genou. Noy français. Ouais. Ah, lui, par contre. Mister Genou. Par contre, quand il entraîne, il rigole pas, lui. Moi, je connais plein de gens qui sont allés s'entraîner avec lui, ils m'ont dit, ah ouais, il est dur. Je dis, bah oui, bien sûr qu'il est dur. C'est de la boxe taille. Tu sais, les gens, ils aimeraient que tu sois genre, Ouais. hello. Stéphane, je le kiffe de ouf. Ah, puis attention, phénomène carrière. Hein. Phénomène. Et la boxe, c'est Ouais. Samsung et tout, Ouais. là. Hein. Ouais.
Ok, le prochain. Oh, Guillaume. Guillaume Kerner. Alors, Guillaume, moi, je l'ai interviewé. Il s'appelle l'Ange Blond. Je l'ai interviewé dans ma chaîne. Il est venu et il s'est passé un truc très, très fort. Il racontait toute son histoire. Il m'a envoûté. J'étais littéralement envoûté. Il est rentré chez lui et tout. Quelques jours après, on s'est appelé. J'ai dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il m'a dit, ouais, moi aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'interview le plus profond et puissant que j'ai eu avec un être humain. C'est avec lui. Ah bah, c'est je l'ai un pas vu, je le phénomène. C'est un concept du Muay Thai, ce mec-là. Et alors lui, par contre, Guillaume, comment je pourrais le définir? L'ange du Muay Thai. L'ange du Muay Thai. Ah ouais, Ok. tu peux y aller. L'ange du Muay Thai. Donc on passe à la prochaine photo. Ouais. Giuseppe Prestia. Ok. Il s'appelle Giuseppe. C'est un Sicilien. Ah ouais. Il vient de Porto Empedocle. C'est là que je vais en vacances chez lui. D'accord. C'est une petite ville qui est dans le sud, petite ville portuaire, somme toute classique. Tu vois, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire comme ça à première vue. Une âme profonde, une âme libre, une âme. Porto Empedocle. Empedocle, c'est un grand philosophe grec. Tu vois, lui, c'est un mec qui vient de là-bas. Il arrive en France, il a 13 ans. Il vient de nulle part et tout. Béton armé. Le mec, tout ce qu'il touche, il réussit. Si je devais le définir, ce serait l'homme qui s'est réalisé. L'homme qui s'est réalisé. J'adore. Ok. Puis c'est mon grand frère. Hein. Bah ouais. Il était sur la photo dans ton Puis noyau c'est dur mon d'amis. grand- puis Joe, moi, personne ne peut dire du mal sur Joe. Je Ok. m'embrouille direct. Ok. On passe à la prochaine. Dida Diafa. Dida, il nous a fait un truc. Qui a aussi battu Ramon Decker. Ah, deux fois. Comme Joe Deux Pescia. fois. Dida qui a fait une très très belle carrière. Je l'ai arbitré, il s'en rappelait plus. Quand je l'ai interviewé, il se rappelait plus, mais je l'ai arbitré pour un championnat de France. Il était vachement en avance. Et on s'était rencontrés la première fois en Thaïlande en 89. Ok. En 89, on s'est rencontrés, on a sympathisé. Puis il a fait un truc, il a fait un film qui s'appelle Chokdi, qui veut Chokdi. dire ouais, qui veut dire bonne chance. Tu sais que quand j'étais au Brésil, Dida Diafat, c'est une superstar. Ah oui, bien sûr. Mais Ils le connaissent tous. Mais il a fait un film, faut dire la vérité. Ça Ouais, c'est nous un a beau fait film. du bien. Bah ouais. Et Dida, c'est. Ah, ça vous a fait du bien à la boxe thaï. Ah ouais, grave. Faut dire la vérité. Qui a été tourné, c'est un peu son histoire, qui a été tournée en Thaïlande. Ah non, mais Dida Diafa, c'est champion du monde. Bon, c'est un monstre. C'est la 3e génération, mais c'est la génération la plus fleurie du Muay Thai français. Donc, comment tu le définis? Dida superstar. Dida Diafat, superstar. Prochaine photo. Jean-Charles. Ah, comment je pourrais te le définir, Jean-Charles? Ça serait. Le génie. C'est moi qui l'ai pris en photo. Ça, c'était devant la porte du club Dominique, la porte des vestiaires, comme c'était tout blanc. J'ai dit, mets-toi là, comme ça, on va bien te voir. Pour la petite anecdote. Voilà. Ok. Photo suivante. Ah, Dany. Je lui ai donné un surnom. Le Black Tie. Il adore ça. Moi, je lui donne un autre surnom, le chirurgien du Muay Thai. C'est un pur génie. Ce mec-là, c'est. Je pense, personnellement, qu'il fait partie des 5 plus grands combattants techniques de tous les temps. Pour D'accord. moi. Donc le chirurgien du Muay Thai. Ah, puis je l'adore. Black Tie, c'est mon petit chéri, Dany. Black Thai, ça sonne bien aussi. C'est mon Photo petit- suivante. Ouais, Farid Villaume. Crochet du gauche, high kick jambe gauche. Crochet du gauche, high kick. Magnifique. Farid, il a une très très belle carrière. Donc Et tu sais qu'il est d'origine corse, algérien, mais corse. Ah ouais. Et tu sais ce qu'il m'a dit il n'y a pas longtemps, avec sa femme, il a vécu très longtemps aux Émirats arabes pour donner des cours et tout. Il m'a dit il veut finir sa vie en Corse. Farid Villaume, la classe. La classe. Ah, la classe. Moi, j'aurais dit retrait de buste. Non, la classe. Et tu sais que paradoxalement, tu vas rigoler, mais j'ai un de mes élèves qui l'a battu. Raphaël Zakata. Il l'a battu sur un uppercut, il l'a ouvert ici. Je te jure, c'est pas des conneries. Il y a peu de gens qui le savent. Ça s'est passé à Aubervilliers et c'était un combat qui n'était pas prévu. On m'a prévenu quelques jours avant. J'avais mis Raphaël. Je dis bon, on essaye. Et Raphaël l'a battu sur blessure. C'est beau quand même, hein. Ok. Et attention, hein, je te parle du Farid Villaume quand c'était pas une banane, hein. D'accord, il était déjà là. Mais c'est bien quand même. Ah oui, tu m'étonnes. Ok. Ah là, c'est la classe. Donc la classe. Photo suivante. Shkoun? Ouais, Jérôme. Jérôme. La légende. La légende du Muay Thai. Ouais, c'est la clair. légende de la boxe Ouais, française. c'est clair, la légende. de Le la mec, boxe française. je pense qu'il faudra attendre, je pense, hein,
Faudra attendre une petite centaine d'années avant de retrouver un mec comme ça. On n'aime pas, on aime le personnage. Si tu veux, je te dis, je parle du style, on n'aime pas le style ou quoi. Il y a des gens qui aiment des boxeurs et puis il y a des gens qui l'aiment pas. Bien sûr. Jérôme, d'abord, c'est une immense star. Il a un charisme extraordinaire. Tu marches dans la rue, moi, la dernière fois, il est venu me voir à la salle. Tu marches dans la rue, tout le monde le connaît. C'est une vraie star. C'est une vraie star. Et puis, c'est là, je veux dire, tu sais, les Mike Tyson, les Mohamed Ali, c'est tous les 100 ans. En France, un mec comme ça, on en aura dans 100 ans. Ok, donc là, La légende. Vivante. Photo Ouais, j'adore. Alors, j'adore. Alors, il n'est pas français, hein. Bah, il est francophone, il est belge. Il est belge marocain. Il a une philosophie extraordinaire. En fait, c'est pour ça qu'on s'aime beaucoup. C'est parce qu'on a une approche philosophique, poétique et dramatique de la boxe. D'accord. C'est autant de la poésie, de la philosophie, et c'est autant du drame de la boxe. On n'a pas dit son nom, Youssef Bouganem, pour ceux qui connaissent pas, qui Bien regardent sûr, le podcast. Youssef Bouganem, c'est un phénomène. Tu sais, un jour, il y a un Thaïlandais, je parlais de Youssef Bouganem, qui avait boxé Youssef Bouganem. Il m'a dit, c'est pas simplement qu'il te bat, il te brutalise, il te fait mal. C'est un mec qui fait mal. Moi, je dirais le poète du Muay Thai. Le poète du Muay Thai. Ouais. Ok. Le philosophe du Muay Thai. C'est un génie, ce mec-là. Puis attention, il en a gagné des combats. Hein. Putain. Ah non, c'est une légende. Il fait mal. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de son ascension en MMA? Je sais pas. De son choix Je sais pas, il a raison. Ce mec-là, il évolue avec son temps. Et je sais pas. C'est qu'il castagne les mecs. J'ai vu les combats, il est castagne. Non, il arrive à imposer son Muay Thai. Il fait très mal. Et ça se voit qu'il leur fait mal quand il Mais parce qu'il fait mal. C'est le genre de mec qui te met un coup. Et en fait, quand il te met un coup, il te brise. Tu vois, c'est pas genre tac et ça passe. Tu sens qu'il fait mal. La douleur, elle reste, elle perdure. Moi, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup sa philosophie. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux. D'accord. Ok. Le prochain, c'est qui ce petit gars là? Alors, c'est qui, lui? Ah ouais. Ouais, Cyril Diabaté. Cyril Diabaté avec toi qui le. Ouais, je crois que c'était son tout premier combat. En 93. Il a 17 ans et demi ou 18 ans. C'est son premier combat en boxe thaï. Donc, comment tu le définis? Cyril Diabaté, je l'adore. D'abord, il est très, très drôle. Très, très drôle. Il a battu du lourd. Il a battu Jean Atonga, qui était champion d'Europe de boxe thaï. Hein. D'accord. Jean Atonga, qui fait un championnat d'Europe contre Smith, qui perd à Paris. Donc, c'est un gros combattant de Muay Thai. Il le met KO. Hein. En Muay Thai, il était fort. Et lui, il vient de la BF. Hein. D'accord. Il a fait BF, kick, il est passé au MMA, il est passé au sol, enfin MMA il y a très très longtemps. C'était un précurseur, tu sais, il a touché à tout. Il a fait du Shudokan, il a fait comment on appelle ça, la lutte contact à Orléans, il a gagné des titres. C'est un mec intelligent, il sait se servir des réseaux. C'est devenu un vrai youtubeur. Et puis il a capté qu'il fallait titiller les gens pour les amener vers lui. Boxeur intelligent. Boxeur intelligent. Prochaine photo, Sami Sana. Sami Sana, la gentillesse. Tu connais ou pas? Pas du tout. Moi, il venait s'entraîner des fois de temps en temps, il tournait avec mes élèves. Mais quel genre. Alors, par contre, ça, c'est du lourd. Bétoir. Mais lui, c'est incassable. Incassable. Ok. Mais par contre, excuse-moi, paradoxalement, c'est du miel, ce mec. Tellement il est gentil. Sami Sana, mais je l'adore. Le truc, c'est que tu les connais tellement tous mais que tu as des anecdotes bien sûr. Tu as des choses à raconter sur Quel tout le monde. boxeur. C'est difficile que tu les définis. Mais incassable, tu as quand même trouvé le mot. Incassable. Johan Fauveau. Johan. Ah, elle est belle la photo, hein. Je sais pas pourquoi il fait la gueule. Johan, comment je pourrais le définir? Johan, quand il veut quelque chose, il va au bout. Voilà, c'est un boxeur déterminé. Déterminé. Ah, il est déter. Déter. Ah, il va au bout. Ok. Et là, je t'ai mis un qui n'est pas français, mais il fallait que je te le mette quand même. Elle est belle la photo, putain. Fallait que je te le mette. Trop belle. Elle est très très belle cette photo. Alors là, il est malade, Toshio Fujiwara. Je l'ai vu l'année dernière. Donc ton maître, Fujiwara. Ah ouais. Toshio Fujiwara, j'ai eu la chance de m'entraîner chez lui, il s'occupait de moi, il m'a tenu les pas hauts, il m'a expliqué. Il m'a donné sa vision de la boxe. Il a boxé 72 fois en Thaïlande. C'est une légende. Hein. C'est une vraie légende. Hein. Là, pour le coup, on l'appelle l'homme au 100 KO. Il a 143 combats, 128 victoires. Ça a été le premier étranger non thaïlandais à avoir été champion du Raja. Il a boxé ensuite pour la ceinture, pour réunifier toute la Thaïlande au Lumpini. Il perd.
au point. Il reboxe le mec du Lumpini, il le gagne au Japon. Fujiwara, c'est... ma fille, elle l'a découvert. Mon fils, il le connaît. Ma grande fille, elle le connaît. Fujiwara, c'est le plus bel être humain que j'ai jamais rencontré. Il m'a tellement appris sur la vie, il me racontait des trucs. Mais attention, c'est un ouf. Hein. C'est ton sensei. Ouais, lui, il picole, il monte sur la table, il va te montrer des exercices, même à 78 ans. Ouais, c'est mon sensei, mais ça, c'est... Donc, Pachi et lui, c'est des... Ouais, il y a Christian Bafir. Non, il y a plein de gens qui m'ont aidé dans ma vie. Tu sais, tu passes par des étapes. J'ai eu aussi la Corée, j'ai eu le Japon, la Thaïlande. J'ai eu en France beaucoup, tu vois. J'ai eu Omar Benamar. Tous ces gens-là, ils m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est pas une personne. C'est des tranches de vie. Mais lui, c'est au-dessus. Tu sais, un jour, il m'a dit une phrase, encore une fois, c'est une phrase clé. Il m'a dit, tu sais, la différence entre moi et les autres boxeurs, c'est quoi? Tu sais pourquoi moi, je gagne plus que les autres? C'est parce que moi, je suis prêt à mourir sur le ring. Eux, ils sont pas prêts parce qu'ils ont une femme et des gosses. Moi, je suis prêt à mourir. Donc, comment tu le définis? Lui, Fujiwara, c'est demi-dieu. Ok, donc demi-dieu. Ouais. Donc, on a fini les photos. Maintenant, je vais te poser des questions aléatoires. Et là, tu me réponds direct. Pas 3 heures. C'est des random questions, des random questions. Donc, ça n'a rien à voir avec la boxe. C'est comme c'est un podcast qui parle de pop culture et sport. Je vais te poser quelques questions pop culture. J'aime bien, moi, la culture. Hein. Exactement. Donc, pour toi, le meilleur athlète de tous les temps, pound for pound, tout sport confondu. Carl Lewis. Carl Lewis. Ok, Carl Lewis. Ton style de musique préféré? Tu l'as écouté, je te l'ai fait écouter aujourd'hui. On s'est mis bien. T'as pété un câble ou pas? J'ai pété un câble. Je t'ai mis 2-3 morceaux. Parce que je croyais que j'étais pointu en funk, mais tu m'as fait comprendre que finalement, je n'étais pas pointu. Ce que je t'ai fait écouter, t'as vu du très lourd. T'as été choqué un peu ou pas? J'ai été choqué. Voilà, la funk. Funk music, baby. Moi, je suis un vrai funkman. Dans ma cité, on m'appelait funkman. Hein. James, c'est le boss. Ton chanteur et ta chanteuse préférée? Donny Hathaway. Donny Hathaway. Chanteuse préférée? À ton avis? Aretha. Comment tu sais? Bah, c'est la mienne aussi, donc je sais pas. Aretha, c'est le plus grand regret. J'ai vu plein. J'ai raté Marvin Gaye parce qu'il s'est fait tuer juste avant. J'avais pris son billet. En 87, il devait chanter parce que Marvin Gaye, fait partie des tops. Hein. Aretha Franklin, je l'ai jamais vu. C'est un grand regret. Donny Hathaway s'est suicidé. Il est mort bien avant. Mais t'as vu Roberta Flack, elle est morte cette année. Ouais, c'était sa meuf. Elle lui a fait la misère aussi. Donc, Aretha Franklin et Donny Hathaway. Quel choix que tu m'as fait là, c'est exceptionnel. I've been so many places in my life and time. Ton groupe préféré? Là, il est dur parce qu'il y en a des groupes que t'aimes. Moi, j'aime les Tower of Power, je les ai vus tellement de fois. Okay. Mais je crois que ça serait Tower of Power. Tower of Power. Ok. Ton top 3, elle va être dure celle-là, de tes films préférés. Alors, le premier, ça serait La règle du jeu de Renoir, 1944. La règle du jeu. Alors, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. J'ai pris encore une claque. Il ne prend pas une ride. C'est un film, genre, il surfe sur le temps. Okay. La règle du jeu. Un deuxième, c'est un film français. C'est un film français qui s'appelle Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet. Okay. Et le troisième, c'est un film japonais de Bong Joon-ho qui s'appelle Memory of Murder. Ok. Donc les trois, je les ai pas vus, je les regarderai. Super intéressant. Ton acteur et ton actrice préférée? Acteur préféré, ouais, j'en ai beaucoup. Mon acteur préféré, un acteur, une actrice. Montand. Yves Montand. Ouais. Ok. Et mon actrice préférée, Gena Rowland. Gena Rowland, elle m'a. C'est que je regarde des films de Gena Rowland, et je me suis rendu compte que quand je regardais des films avec Gena Rowland, je la regardais qu'elle. J'étais envoûté, omnibulé. Ok. Si t'en as un artiste peintre ou un sculpteur ou un dessinateur préféré? Un peintre, bien sûr, Monet. Monet, ok, Monet. Impressionnisme. D'accord. J'ai vu tellement de peintures. C'est un des rares qui sait manier la couleur comme c'est extra. Monet, c'est. T'as été visiter sa maison? Ouais, je suis allé. J'ai dormi. J'ai dormi chez Lucien, comment il s'appelle, son prof, qui est à Honfleur. J'ai dormi dans la maison. Ouais.
Et Monet, j'étais à Cerny. D'accord. C'est ça, à Cerny. Ouais, c'est ça. Avec les nymphes, là. Les Ouais. nymphes. Et puis j'ai un mec qui fait de la boxe et qui est fan de moi. Il m'a dit qu'il travaille là-bas jusqu'au mois d'octobre. D'accord. Et si je veux passer le voir, il va me faire tout visiter, mais genre des trucs qu'on ne voit pas. Et comme je pars au mois de début octobre, j'y vais. D'accord. Donc, Ouais, Monet, légende de Monet, Et l'impressionnisme. puis attention, en dessin, oh là, moi il y a Edika, j'aimais beaucoup Edika. Ok. Wolinski, j'aimais bien, mais surtout, c'est. Moi, je suis un fan des Fluides Glacial. Je sais pas si tu as connu. Non. Fluides Glacial, c'était un magazine sarcastique, assez trash. C'est que D'accord. des dessinateurs dedans, c'est des franco-belges. Ah bah, je regarderai, tu vois, ça, je connais pas. Et j'ai l'album numéro 1 Ok. que j'ai acheté au Puce de Montreuil en 1987-88. Après, il y a un truc, il faut pas me l'enlever. Moi, je suis Astérix et Obélix, mais à fond. J'adorais aussi. Non, mais à fond, Ah, encore c'est la aujourd'hui. base. Ouais, voilà. C'est la base. Astérix et Obélix, c'est. Maintenant, en Attention, dehors. par contre, excuse-moi, si tu me demandes le meilleur dessin animé au monde de tous les temps, je te le dis quand même. Hein. J'allais te le demander. Ah bon, Le meilleur dessin animé au monde de tous les temps. Toy Story. Ok, Toy Story. Ah ouais. Le 3. Jamais j'aurais cru que tu me. Mais le 3, j'ai vu le 1, Une le 2, réponse le 3. pareille. Ah, mais Ah, c'est c'est la par rapport à tes citeur, petites c'est la filles, ça. citeur. Non, c'est pas pour les enfants. Hein. J'ai emmené mes enfants, mes grands-enfants, on est allé le voir le 3. Je te jure, je regardais mes enfants, mais ils pleuraient Ah ouais. de rire. Et ma fille, elle avait les larmes aux yeux à un moment quand ils ont failli mourir D'accord. à cause du feu et tout. Bon, enfin bref, je vois après. Mais le Toy Story 3, sur la tête de mes gosses, hein, je vais pas te mentir. Ce que je vais te dire, tu vas me prendre pour un malade. Je crois que je l'ai regardé 100 fois. Incroyable. C'est un pur chef-d'œuvre. Ok, Toy Story. 3, Maintenant, en dehors de la boxe, est-ce que tu as une autre passion ou hobby? bien sûr. Ah, moi, je. Bien sûr, la je musique. sais, la musique. Bon, la musique, moi, j'aime la basse. La basse. Donc, j'essaye d'aller voir j'aime aller dans les concerts. J'ai la chance d'habiter à Paris. Donc, quand tu habites à Paris, tu vas au New Morning, tu vas à la Cigale. Tu as plein de concerts de funk, Bien sûr. new funk, jazz funk. Et puis, je découvre des artistes que je connais pas et tout. Ton Ça- bassiste préféré? Jaco Pastorius, Jaco Pastorius. que j'ai vu 2 fois Ok. D'accord. et que j'ai croisé. Ok. Ouais. Bah, Jaco Pastorius, c'est la base. Après, aujourd'hui, il y a des tueurs aujourd'hui en basse parce qu'elle a évolué, la Ouais, basse. c'est évolué. Mais Victor Witten, Derek Jones. Ok. Maintenant. J'aime l'architecture aussi, c'est une passion pour moi. Ah ouais. Bien sûr. J'aime un style qui est très particulier qui s'appelle le Bauhaus. D'accord. C'est un, Ok. c'est un style qui a été créé, ça s'appelle l'architecte. C'est l'architecte moderne. Ça s'appelle en gros le style international. D'accord. International Style Architecture. Ça a été créé par Walter Gropius et ses acolytes. Et ça vient de Messau en Allemagne. Et je suis allé dans la maison de Walter Gropius. D'accord. Et je suis absolument. Je dois avoir une trentaine de bouquins sur le Bauhaus. Et dès qu'il y a des. Comment on appelle ça? Des vernissages. Ouais, c'est quand on va aller voir dans des trucs comme ça. Là. Ouais. Comment t'appelles ça? J'ai oublié le nom. Des vernissages? Ouais, dès qu'il y a des vernissages ou des trucs comme ça sur le Bauhaus, si je suis au courant, j'y vais direct. D'accord. Ok. Maintenant, les 2 dernières questions. Est-ce que tu as des regrets? Et s'il y avait des choses à refaire? Ouais, j'ai plusieurs regrets. D'abord, j'aurais voulu que mes parents ils vivent plus longtemps. D'accord. Ça m'a beaucoup manqué. Mon père, il est parti en 86. Il est parti quelques jours avant de mes 21 ans. Et le dimanche, il m'a dit, au téléphone, il m'a dit, dimanche prochain, tu viens faire ton anniversaire à la maison. N'oublie pas qu'on t'attend. Et il est décédé le mardi. Première chose, ma mère elle est décédée en 99. J'avais 34 ans. Et je lui disais, elle m'a dit, t'es grand maintenant, t'as des enfants. J'ai dit, mais j'ai besoin de toi parce que moi, avec qui je vais me plaindre? À qui je vais me plaindre? Donc, ouais, ça, c'est des regrets. Mon frère qui est parti très tôt, il avait 50 ans, et ma sœur, surtout, avec qui on était comme ça, on a 13 mois d'écart. D'accord. Elle est partie, elle avait 12-13 ans, tu vois. Donc, ça, c'est des regrets. Tu vois, j'y pense assez souvent quand même à ça. Ok. Mais sinon, dans ma vie de tous les jours, aucun. J'assume tout ce que je fais, tout ce que je dis, et ça marche pas, c'est la loi du mektoub. Ok, André. Et la toute dernière question. Ouais. Est-ce que tu souhaites prendre ta retraite un jour ou tu souhaites mourir sur le tatami et enseigner jusqu'à la fin? Si je pouvais mourir, si je pouvais choisir ma mort, Hmm. ça serait dans le coin de ring. Ok. Je serais assis dans le coin de ring, il y a le coin là comme ça, je serais là. Je serais assis comme ça, avec les jambes croisées, peut-être avec les mains sur les cordes,
Et puis, hop, je partirais. Ça serait la plus belle mort. Ça te définit parfaitement. Ouais, ça serait la plus belle Ça mort. définit le livre, ça définit Ouais, tout. non, mais ça serait la plus belle mort. Et après, je pars avec le coin de ring. Et je pense que les coins de ring, ils m'emmèneront dans leur univers à eux, peut-être, parce que comme ils se parlent, il y a un mouvement de coin de ring. Enfin bon, moi, je vais pas Bah, tu partir. sais quoi, on va finir comme ça parce que c'est magnifique. Oh, merci. Et je te remercie. Cette interview, ce podcast, il était exceptionnel. Merci à toi. Et, Merci pour l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Merci pour les photos. Merci pour tout ça. C'est génial. Moi, j'adore. Ça, c'est des vrais podcasts. Donc voilà, on va terminer avec Si tu peux prendre en avec photo. la belle photo du livre. Hey, on va aller faire une bouffe maintenant. Ah bah oui. Allez, let's go. on y va. Ciao les gars. Ciao les gars. Merci, c'était génial. 10 toes down. C'était bien, hein. C'est 3 charmant. heures. 3 heures. Prends-moi en photo. Vite, que je te parle plus. 10 toes down.